Au cœur sauvage du Colorado, là où les collines semblent sans fin et où le vent porte l'odeur des pins vers des horizons que l'on ne voit jamais, un garçon de 12 ans nommé Samuel se retrouve seul. Face à l'immensité. La maison la plus proche se situe à plus de 60 km, autant dire à l'autre bout du monde. Pourtant, c'est ici, dans cet isolement absolu, que le destin s'apprête à transformer à jamais la vie de cet enfant oublié. Ses parents, étouffés par les difficultés, avaient pris la décision la plus impensable qui soit. Une nuit, sans adieu, ils avaient chargé la voiture. Avec leurs biens les plus essentiels, emporté sa petite sœur et laissé derrière Samuel, comme une affaire de trop dans une existence devenue trop lourde. Ils avaient laissé à son attention une note tremblante, écrite de la main de sa mère, glissée dans son sac à dos usé. Quelques mots seulement, expliquant que les temps étaient trop durs pour nourrir 2 enfants, promettant qu'on reviendrait peut-être un jour, mentionnant que la cousine Martha saurait s'occuper de lui. Avec cette lettre, 27 $ mal comptés. Une somme dérisoire face au gouffre qui s'ouvrait sous ses pieds. Martha avait tenté d'abord de faire bonne figure. Elle avait partagé son toit, son dernier pain, ses inquiétudes. Son mari venait de perdre son emploi à la Syrie, leur avenir à tous s'assombrissait de jour en jour. Et peut-être qu'elle avait cru, l'espace d'un instant, pouvoir porter sur ses épaules une charge de plus. Puis, au bout de 3 jours, l'épuisement l'avait terrassée. Elle avait conduit Samuel dans son vieux pick-up cabossé à travers des routes poussiéreuses, jusqu'à l'orée d'une forêt si vaste que les arbres semblaient ne jamais finir. « Tu es un garçon intelligent, Samuel » avait-elle murmuré, la gorge serrée. « Ton grand-père t'a appris tant de choses. Tu trouveras comment t'en sortir. » Elle n'avait même pas attendu ça. Réponse. Le moteur avait rugi, craché un nuage de poussière, et le pick-up avait disparu. Le silence de la forêt avait pris la place des mots qui n'avaient pas été dits. La solitude aurait pu écraser Samuel. Elle aurait pu le plier, le briser, le laisser pleurer dans la mousse humide. Pourtant, quelque chose brûlait encore dans son cœur. Une étincelle née des étés passés auprès de son grand-père. Dans une autre cabane, plus loin dans les montagnes. Cet homme aux mains burinées lui avait transmis plus qu'un savoir. Il avait offert au petit garçon la conviction qu'un être humain a de la valeur. Même lorsque le monde semble l'ignorer. Selon lui, la dignité se mesure aux actes, pas à la compassion qu'autrui consent à vous offrir. Samuel glissa sa main dans son sac et en retira un petit objet circulaire en laiton. Le compas de son grand-père. Le seul trésor qu'il possédait encore vraiment. Le compas pointait sans faille vers le nord. Un cap à suivre, un fil d'espoir dans le labyrinthe de la forêt. Pendant 3 jours et 3 nuits, il marcha, dormit sous des abris improvisés avec des branches de sapin et des feuilles mortes. Il se nourrit de baies sauvages, de l'eau claire des ruisseaux, et de quelques morceaux de viande séchée qu'il avait méticuleusement préparés durant son dernier été auprès du vieil homme. Il évita les terrains traîtres, reconnut les plantes utiles. Surmonta la faim, la peur, et l'immensité oppressante des bois. Chaque pas était une victoire contre le désespoir. Le 4e jour, alors que ses jambes tremblaient de fatigue, il tomba sur une clairière oubliée. Là, sous d'immenses douglas et parmi les fleurs sauvages qui tentaient encore de survivre aux ronces, se dressaient les restes d'une cabane ancienne. Le toit avait cédé depuis longtemps, les murs penchaient dangereusement, et les animaux y avaient trouvé refuge. Une ruine. Une cicatrice dans le paysage. Mais Samuel, lui, vit autre chose. Il vit une chance. Il examina les pierres du soubassement, solides, posées par une main experte. Les poutres qui maintenaient encore la structure, bien qu'abîmées par les intempéries, gardaient de leur robustesse. Il s'aventura à l'intérieur et trouva un cadre de bois fendu, partiellement enseveli sous un morceau de toit effondré. Une photo, jaunie, tachée par l'eau du temps. La famille qui avait bâti cet endroit posait devant la cabane lorsqu'elle était neuve. Un père fier. Une mère rayonnante tenant un nourrisson. Un garçon du même âge que Samuel, tenant fermement un marteau comme un symbole de promesse. Ces visages souriants, cette confiance dans l'avenir, ce rêve matérialisé dans les planches et les pierres, touchèrent Samuel au plus profond de lui. Ce qu'une famille avait un jour construit avec espoir, une autre âme abandonnée pouvait le reconstruire avec courage.
La décision s'imposa d'elle-même. Il resterait. Il redonnerait vie à ce lieu, non seulement pour survivre, mais pour prouver que l'on peut se relever de l'abandon. Il serait le maître de son propre destin, libre de choisir ce qui mérite d'être sauvé. Cette nuit-là, enroulé dans son manteau contre le froid, qui gagnait du terrain, il observa son trésor, le compas et la photographie, posés l'un à côté de l'autre. La flamme vacillante d'un petit feu réchauffait la scène. Tout en lui savait qu'une nouvelle histoire commençait. Le lendemain, le ciel éclata de lumière. L'aube transforma les planches délabrées en or pâle. Chaque rayon semblait lui dire « Avance ». Samuel se leva en silence. Étira ses muscles endoloris et s'approcha des murs effondrés pour faire un premier constat. La tâche s'avérait gigantesque. Il n'avait qu'un marteau rouillé, quelques clous tordus, ses 2 mains. Son intelligence et les leçons inscrites dans sa mémoire par un homme bienveillant. Pourtant, il ne recula pas. Il retira branche après branche, pierre après pierre. Il renforça l'ossature avec 2 jeunes troncs qu'il tailla patiemment. Il raccommoda les brèches, recréa de l'ordre dans le chaos. Chaque journée devenait une bataille contre le vent, la fatigue, la faim. L'hiver approchait. Les nuits mordaient déjà sa peau. Les loups, parfois, hurlaient si près qu'un frisson glacé descendait le long de sa colonne. Plusieurs fois, l'idée de renoncer volta au-dessus de ses pensées. Quitter la clairière, tenter de retrouver un monde civilisé, implorer l'aide de quelqu'un, n'importe qui. Mais dès qu'il posait ses yeux sur l'image de cette famille disparue ou sur le compas de son grand-père, la détermination revenait, plus forte encore. Quitter serait confirmer que ses parents avaient eu raison de ne pas le choisir. Repartir serait s'abandonner lui-même. Reconstruire signifiait prouver qu'il méritait d'exister. Il apprit à surprendre les écureuils pour se nourrir, à découper des branches pour créer des tuiles sommaires, à renforcer la porte contre les ours curieux. Les mains écorchées et le dos meurtri, il avançait chaque jour un peu plus dans sa conquête de résilience. La forêt, autrefois menaçante, devint une alliée. Les arbres offraient du bois. Les ruisseaux apportaient l'eau. Les feuillages dissimulaient sa présence aux prédateurs. Le ciel, la nuit, brillait plein d'étoiles, comme une carte silencieuse lui montrant qu'il n'était pas totalement perdu. Puis, petit à petit, la cabane reprit forme. Les murs se redressèrent. Le toit retrouva une protection digne de ce nom. Le foyer qu'il reconstruisit projeta des flammes accueillantes. Ce qui avait été une tombe de bois devint de nouveau un refuge. Un chez-soi. Au fil des jours, une transformation s'opéra en Samuel. Il n'était plus un enfant abandonné. Il devenait artisan de son avenir, bâtisseur, survivant, héritier des rêves de ceux qui avaient vécu là avant lui. Chaque planche qu'il redressait était un défi lancé à ceux qui l'avaient laissé. Chaque clou qu'il plantait était une promesse faite à l'enfant qu'il avait été d'autrefois. Et sous ses doigts, une idée germa, douce et tenace. Peut-être que cette cabane, restaurée à la sueur de son front et à la force de son cœur, deviendrait un symbole. Peut-être que, dans cet endroit perdu, il construirait une vie nouvelle qui ne dépendrait plus jamais de la volonté d'autrui. À la lumière du feu, un soir, assis sur une caisse de bois qu'il venait de réparer, Samuel contemplait l'intérieur encore sommaire mais désormais vivable. Il prit le compas dans sa main. Puis la photographie. 2 preuves tangibles que malgré l'abandon, malgré la douleur, il n'était pas seul, on lui avait transmis une direction, et on lui avait laissé des traces d'espoir. Dans le silence nocturne, un hibou lança son cri. Le vent fit danser les aiguilles de pin. Les étoiles scintillaient comme des milliers de témoins muets de son courage. Le monde extérieur ignorait son existence, mais ici, dans cette petite clairière nichée dans les montagnes du Colorado, un garçon venait de commencer à écrire sa propre légende. Une maison. Une seule. Construite par un enfant de 12 ans. Une maison qui n'était pas seulement faite de bois, mais de volonté, de chagrin transformé en force, de solitude changée en liberté. Samuel sourit pour la première fois depuis longtemps. Il savait désormais que quoi qu'il arrive, il continuerait. Car il avait trouvé bien plus qu'un abri. Il avait trouvé sa place dans l'univers. Et l'histoire, la sienne, ne faisait que commencer. La paroi orientale de la vieille cabane s'était effondrée vers l'intérieur, formant un angle inquiétant,
comme si la structure elle-même avait renoncé à lutter contre le poids des années. Le toit, brisé et affaissé, menaçait de s'abattre au moindre souffle de vent. Dans chaque recoin, des débris s'accumulaient, témoignant du temps et de l'oubli, poutres pourries, ferrures rongées par la rouille, nids abandonnés, feuilles mortes mêlées à la poussière des saisons passées. Pourtant, Samuel n'était pas du genre à se laisser impressionner par les apparences. Son grand-père lui avait appris à regarder plus loin que les défauts visibles, à discerner, sous la ruine, la promesse d'un renouveau. Et ici, au cœur de cette clairière isolée dans les montagnes du Colorado, quelque chose survivait encore. La fondation reposait sur de solides pierres de rivière, méticuleusement posées par une main experte, avec cette précision empreinte d'amour pour l'ouvrage bien fait. Tout cela parlait de permanence, de fierté, et d'un rêve que les années n'avaient pas totalement réussi à effacer. Les poteaux principaux, taillés dans des troncs de pin massifs, tenaient encore. Droits et robustes malgré des décennies d'abandon. On sentait dans chaque élément la volonté de bâtir un foyer durable, un refuge contre les tempêtes extérieures comme celle du cœur. Samuel marcha lentement autour de la structure, évaluant ce qui pouvait être sauvé, notant mentalement ce qu'il faudrait remplacer entièrement. Cette évaluation minutieuse le rassura. Rien n'était totalement perdu. Derrière la maison, il découvrit les vestiges d'un puits creusé à la main. Le bois qu'il avait jadis protégé avait disparu depuis longtemps, mais dans le fond de son cylindre de pierre, une eau claire miroitait encore à 6 mètres de profondeur. Non loin, enfouie dans la pente douce de la colline, une ancienne cave à racines tenait toujours debout. Froide et silencieuse, comme prête à reprendre son utilité. Cette cabane n'était pas morte. Elle sommeillait. Puis vint la découverte la plus précieuse. En dégageant les décombres de ce qui avait été la pièce principale, Samuel aperçut un objet coincé entre deux poutres du toit effondré. Protégé par une toile huilée en lambeaux, un vieux journal de cuir gisait là, comme s'il avait attendu son arrivée. La couverture était tachée, les bords rongés par la moisissure, pourtant les pages intérieures, serrées les unes contre les autres, avaient échappé au pire. Samuel ouvrit le carnet avec une précaution presque religieuse. Son cœur battait plus vite. La première page portait une date écrite d'une écriture appliquée, légèrement inclinée. 15 mai 1943. Aujourd'hui, j'ai ouvert le sol pour notre nouvelle maison. Marie pense que je suis fou de construire si loin de la ville. Après ce que j'ai vu pendant la guerre, j'ai besoin de la paix que seules ces montagnes peuvent me donner. Les cauchemars reviennent souvent. Les médecins disent que le silence ici pourrait m'aider. Le petit Tommy m'a aidé à transporter les pierres de la fondation. Il n'a que 8 ans, mais il a déjà l'étoffe d'un bon travailleur. Samuel sentit un frisson lui parcourir les doigts. Il tourna les pages avec une avidité grandissante. Le journal racontait l'histoire d'un homme, James Morrison. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui voulait rebâtir sa vie loin du tumulte, reconstruire son âme tout en élevant un foyer pour sa famille. Les entrées suivantes décrivaient la sueur, les efforts, la joie de créer de ses mains un lieu où renaître. 3 juin 1943. La fondation est terminée. Marie nous a rejoints avec la petite Sarah pour un pique-nique. Elle commence à croire que ce rêve n'est peut-être pas si fou. Tommy apprend à manier les outils. Il dit qu'il veut construire sa propre cabane plus tard. Jour après jour, on voyait cet homme affronter ses propres démons. Canaliser ses souvenirs de guerre en travail utile, en murs solides et en poutres qui protégeaient ceux qu'il aimait. James partageait avec son fils le savoir-faire appris autrefois. Lire la fibre du bois, assembler des pièces sans clous, respecter la nature. 12 août 1943. Les murs sont debout, le toit posé. Aujourd'hui, nous avons installé les fenêtres, de vraies fenêtres en verre venu de Denver. La lumière remplit la pièce de vie. Je commence à croire que nous allons réussir ici. Les cauchemars s'estompent. Mais la suite révélait une pente plus sombre. Des hivers rigoureux, des cultures qui échouaient, l'isolement qui devenait pesant. Marie se languissait de sa famille. Les enfants souffraient de la distance. L'espoir initial se fissurait. 18 novembre 1945. Marie a pris sa décision. Elle emmène les enfants chez sa mère, dans l'Ohio. Elle dit que ces montagnes ne sont pas un endroit pour grandir. Que je suis égoïste de vouloir rester. Peut-être a-t-elle raison.
Peut-être que ce rêve coûte trop cher. Une dernière note, courte, poignante. 1er décembre 1945. Cabane verrouillée. Ils sont partis. Le silence est trop lourd, même pour moi. Peut-être qu'un jour, Tommy reviendra comprendre ce que je voulais construire ici. Peut-être qu'un jour, quelqu'un terminera ce que nous avons commencé. Samuel referma lentement le journal. Un poids lui serra la poitrine. Il s'imaginait cet homme seul, luttant contre la nuit, puis abandonnant la partie. On sentait dans ses mots la déchirure d'un père brisé, mais aussi la dignité d'un rêveur qui avait essayé. Là où d'autres auraient vu une défaite, Samuel distinguait un héritage. James Morrison n'avait pas échoué. Il avait presque réussi. Il avait prouvé que la vie pouvait renaître après la guerre. Ses murs, ses pierres, son eau, tout cela tenait encore. Samuel se releva, observa la cabane comme si son regard pouvait remonter le temps. Il imagina les fenêtres propres. Le foyer rayonnant de chaleur, la fumée s'élevant dans l'air froid du matin. Il imagina des rires d'enfants résonner sous les poutres. James avait voulu que quelqu'un revienne. Ce quelqu'un venait d'eux. Naître dans la détermination d'un garçon de 12 ans. Samuel attrapa une lourde poutre et la traîna hors du passage. Le véritable travail commençait enfin. Le craquement du bois qui se brise en plis. La clairière. Il examina chaque pièce, cherchant lesquelles méritaient une seconde chance. Certaines étaient irrécupérables, rongées jusqu'au cœur par l'humidité et les insectes. D'autres, protégées par l'huile et la poix appliquée jadis, restaient étonnamment robustes. Samuel travaillait avec méthode. Son grand-père disait toujours, mesure 2 fois, coupe une seule. Ce rythme précis, entre réflexion et action, l'apaisait. Peu à peu, les contours de la cabane réapparaissaient. La salle principale, plus grande qu'il ne l'avait cru, mesurait environ 5 mètres sur 5. Dominée par une large cheminée de pierre sur le mur ouest. Un petit espace au nord avait servi de chambre, tandis qu'une extension au sud accueillait autrefois la cuisine. Le vent dans les pins semblait l'encourager. Dans les branches, un écureuil roux observait la scène en poussant de petits cris comme s'il commentait l'avancement du chantier. Des tamias groupés près du tas de bois le suivaient de leurs yeux noirs et vifs. Même un jeune cerf s'avança jusqu'au bord de la clairière, intrigué par cet enfant qui travaillait avec une détermination d'adulte. Ses présences silencieuses lui rappelèrent les jours passés chez son grand-père, lorsque la nature était sa seule compagnie. Les animaux, disait le vieil homme, sentent les intentions. Ils savent reconnaître ceux qui bâtissent. Plutôt que de détruire. Puis Samuel vit quelque chose bouger sous une poutre qu'il venait de déplacer. Son sac à dos. Il avait glissé plus profondément dans les ruines pendant la nuit. Coincé sous le poids du bois. Ce détail, insignifiant en apparence, le stoppa net. Ce sac contenait ses maigres possessions. Mais il représentait bien plus que cela. En le tirant vers lui, il se rendit compte de ce que cela signifiait. Le passé qu'il portait avec lui avait failli être enseveli ici, absorbé par les décombres de la vie d'un autre homme. Et soudain, une certitude nouvelle s'imposa dans son esprit enfantin, mais farouche. Cette cabane n'était pas un abri par défaut, une simple planche de salut trouvée par hasard. Elle était un héritage. Une mission. Une seconde chance. Samuel ferma un instant les yeux, serrant la sangle du sac entre ses doigts sales et écorchés. Il avait été laissé pour compte. Cette maison l'avait été aussi. 2 existences blessées venaient d'eux se rencontrer. Ensemble, elles pouvaient guérir. Avec une énergie renouvelée, il se remit à l'œuvre. Il deviendrait les mains que James Morrison n'avait plus eues. Il serait l'enfant qui reviendrait. Accomplir le rêve commencé des décennies plus tôt. La forêt autour de lui retenait son souffle, consciente de l'importance de cet instant. Au milieu des ruines d'une vie interrompue, Samuel s'apprêtait à rebâtir la sienne. Et cette fois, ce serait jusqu'au bout. Samuel se redressa lentement, le souffle court, alors qu'il tirait enfin son sac à dos hors d'un tas de gravats. Un son métallique retentit, un cliquetis distinct qui fit vibrer quelque chose de profondément enfoui en lui. Intrigué et soudain fébrile, il fouilla le compartiment dont il ne se souvenait même plus. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il en ouvrit la fermeture éclair.
Là, soigneusement enveloppée dans la vieille chemise en flanelle de son grand-père, attendait une boîte à outils en métal. Rien que ça lui fit battre son cœur plus vite. Il l'a reconnue immédiatement. Ils l'avaient transportée ensemble durant leur dernier été. Pourtant, jamais auparavant il n'en avait vu l'intérieur. Avec une précaution presque sacrée, il releva le loquet. Le clic clair qui résonna dans l'air sembla ouvrir bien davantage qu'un simple couvercle. Une véritable promesse s'y cachait. Devant lui s'offrait une collection d'outils qui aurait rempli de fierté un artisan chevronné. Une petite scie à main, luisante et parfaitement entretenue, une série de ciseaux à bois alignés du plus fin au plus massif, une équerre en bois poli qui reflétait la lumière du soleil, un assortiment de forêts et de poinçons en acier. Et le plus précieux de tout, un rouleau en cuir contenant les outils les plus raffinés de son grand-père. De petits rabots, des couteaux de sculpture, des gouges si délicates qu'elles pouvaient façonner le bois en des courbes d'une précision presque artistique. Chaque pièce portait l'empreinte du savoir-faire d'hommes qui avaient travaillé de leurs mains pendant des générations. Sous cet ensemble reposait une feuille de papier soigneusement pliée, avec son prénom tracé d'une écriture qu'il connaissait par cœur. Une boule se forma dans sa gorge. Il déplia lentement le papier. Samuel ? Si tu lis ces mots, c'est que les circonstances t'ont conduit à un moment où ces outils pourraient faire la différence entre renoncer et avancer. J'ai toujours su que ton esprit était bâti pour créer, pour réparer, pour construire. J'espère t'avoir transmis assez pour que tes mains puissent donner naissance à quelque chose de bon dans ce monde. Ces outils ont appartenu à mon père, et à son père avant lui. Désormais, ils t'appartiennent. Utilise-les avec sagesse. Et n'oublie jamais que l'outil le plus important se trouve ici. La phrase s'achevait par un petit croquis d'un cerveau et d'un cœur, côte à côte. Avec tout mon amour. Grand-père. Samuel dut s'asseoir, tant l'émotion le submergeait. Comment son grand-père avait-il su? Comment avait-il prévu que son petit-fils se retrouverait seul, au milieu de cette forêt sauvage, face aux ruines d'une vie qui aurait pu n'être faite que de désespoir? Il sentit la présence du vieil homme, comme une main ferme mais aimante posée sur son épaule. C'était bien plus qu'un héritage matériel. C'était une transmission de courage. En respirant profondément, il se mit au travail. Il examina ce qui restait du vieux chalet. Le temps et les intempéries avaient dévoré les murs et fait s'effondrer le toit, mais l'œuvre originelle de James Morrison, l'ancien propriétaire, n'était pas totalement perdue. Les grands poteaux de soutien, faits de troncs de pin massifs, demeuraient robustes. Certains rondins des murs pouvaient être remis en état si l'on retirait la partie pourrie entre les joints. Et même des bardeaux du toit, écroulés depuis longtemps, semblaient encore utilisables. En utilisant l'équerre héritée de son grand-père, Samuel traça des lignes et dressa mentalement un plan. La démarche l'apaisa. Chaque tâche, chaque étape retrouvait du sens, consolider la fondation en premier, s'assurer qu'elle serait parfaitement stable et drainée, puis reconstruire l'ossature en réutilisant le maximum de matériaux d'origine. Les murs renaîtraient, section par section, avant que soit affrontée la partie la plus exigeante, la géométrie complexe du toit. Au fur et à mesure que le soleil glissait vers l'ouest, l'enfant entra dans une sorte d'état méditatif. Le travail devenait langage, la cabane devenait réponse. Il sentait, à chaque mesure prise, à chaque morceau de bois analysé, une force nouvelle monter en lui. Même la forêt semblait reconnaître quelque chose en lui. Les animaux, d'abord méfiants, l'observaient désormais avec curiosité. Le petit écureuil roux qui vivait dans le pin voisin descendait parfois jusqu'à la boîte à outils, le nez frémissant d'audace. Lorsque la nuit tomba, Samuel avait accompli ce qu'il croyait impossible au matin. Il avait entièrement dégagé l'emplacement de la cabane, nettoyé et classé les pierres de fondation, trié chaque morceau de bois selon son destin futur. Pour la première fois depuis son arrivée, il avait un véritable plan, et surtout les moyens de le réaliser. Dans le foyer encore debout, il alluma un feu. La cheminée tirait parfaitement malgré ses pierres branlantes. La fumée s'éleva vers les étoiles, comme un signal d'espoir. Son dîner fut simple. Quelques plantes comestibles trouvées dans la forêt et les derniers restes de sa maigre provision. Puis il passa un long moment à étudier chaque outil, caressant les manches en bois patiné, imaginant ce qu'ils pourraient accomplir ensemble.
Le lendemain serait le début d'une nouvelle vie, une vie qu'il construirait de ses propres mains. Au matin du 6e jour, un bruit étrange le tira de son sommeil. Un martèlement régulier, métallique, venu d'au-delà de la crête orientale. Ce n'était pas un son de la nature. Cela évoquait une présence humaine, ou une trace oubliée de son passage. Fidèle aux enseignements de son grand-père, il resta immobile quelques instants et écouta. Puis, après une infusion d'aiguilles de pin et quelques baies sauvages pour se nourrir, il suivit le son. Le sentier, raide et semé d'énormes blocs de granit, exigea toute son énergie. L'ascension réveilla en lui une vigueur nouvelle, forgée par les jours passés à travailler et subsister seul. Arrivé au sommet, son souffle se bloqua. En bas, traversant la vallée comme une cicatrice droite et infinie, reposait la voie fantôme d'un ancien chemin de fer. Les rails avaient disparu depuis longtemps, sans doute récupérés pendant l'une des grandes guerres, mais les traverses, elles, reposaient toujours au sol. Des centaines d'énormes pièces de bois imprégnées de créosote. Presque imputrescibles. Une richesse insoupçonnée. Mieux encore, partout sur le parcours traînaient des plaques d'acier, des boulons larges comme son pouce, et des pointes en fer qui tintaient doucement sous la caresse du vent. Samuel bondit presque jusqu'au fond de la vallée, déjà ivre de possibilités. Ces traverses seraient parfaites pour renforcer la fondation de sa cabane. Bien plus solide que tout ce que James Morrison avait pu utiliser à l'époque. Et le métal deviendrait charnière, équerre, fixation améliorant une œuvre qui dépasserait celle de son lointain prédécesseur. Toutefois, l'enthousiasme ne suffirait pas. Une seule traverse pesait plus de 90 kilos, bien trop pour les bras d'un garçon de 12 ans. S'il voulait les remonter jusqu'à la clairière, il devrait faire appel à l'ingéniosité plutôt qu'à la force brute. Il passa toute la matinée à analyser le terrain, à examiner l'ancien chemin de fer et à imaginer des systèmes permettant de déplacer ces masses. Dans les vestiges d'un ancien point d'arrêt pour locomotive, il découvrit un chargement en ruine et une structure métallique rouillée. Les roues et l'essieu d'un chariot à main y demeuraient, solidement attachés. Soudain, l'idée devint projet. Après avoir couru récupérer les outils de son grand-père, ainsi qu'une longueur de corde récupérée dans les décombres de la cabane, Samuel se lança dans une véritable aventure d'ingénieur. Pendant 3 jours, il façonna un traîneau de fortune, renforcé par des branches épaisses et guidé par l'essieu retrouvé. Grâce aux poulies et aux leviers que son grand-père lui avait appris à construire, il put soulever et déplacer des charges qu'aucun enfant de son âge n'aurait imaginé dompter. Le travail était périlleux. Une première traverse glissa et manqua de peu d'écraser sa jambe. Une autre fois, la corde céda et le projeta en arrière dans un buisson d'épines. Chaque erreur se payait en érafluré. En bleu, mais aussi en connaissance. Chaque réussite forgeait une détermination nouvelle. Samuel découvrait qu'il pouvait apprendre seul, analyser, improviser, se dépasser. La forêt, témoin silencieux de sa lutte, semblait désormais se ranger à ses côtés. L'écureuil roux, à qui il avait donné le nom de Chester, s'était autoproclamé assistant officiel. Il grimpait sur les traverses, se dressait comme un capitaine sur son navire et poussait parfois de petits cris qui ressemblaient étrangement à des encouragements. La solitude de Samuel s'effritait au contact de ce compagnon audacieux. Jour après jour, les allers-retours entre la vallée et le chantier se succédaient. Les piles de matériaux utiles grandissaient. La cabane renaissait lentement de ses cendres. Au cœur du silence sauvage, un enfant façonnait un miracle de volonté. Car il ne s'agissait plus simplement de construire un abri ou survivre. Il s'agissait de bâtir un foyer. Un lieu qui serait sien. Un lieu où le souvenir de son grand-père vivrait à travers chaque planche posée, chaque pierre replacée, chaque ciseau manié avec respect. La forêt, le vieil artisan disparu, les générations d'hommes avant eux, tout cela semblait converger dans les mains de Samuel. Il n'était plus seulement un garçon luttant contre la solitude. Il devenait héritier d'une lignée de bâtisseurs. Porteur d'une histoire qui ne demandait qu'à continuer. Et au milieu de cette montagne immense, isolé de tout, un enfant de 12 ans allait prouver que l'espoir pouvait être taillé dans le bois et dans la pierre, martelé dans le fer, transmis par l'amour, et que même les rêves les plus fragiles pouvaient devenir des refuges solides. Demain, se disait-il en observant les étoiles, tout recommencera. Demain, la maison grandira encore. Demain,
il sera un peu plus près de sa victoire. Au cœur des montagnes sauvages où les pins murmurent avec le vent et où l'horizon semble ne connaître aucune limite, Samuel poursuivait jour après jour son incroyable défi. Il n'avait que 12 ans, pourtant il travaillait avec l'obstination d'un pionnier et la sagesse qu'un vieil homme lui aurait envié. Sa mission consistait à redonner vie à une ancienne cabane abandonnée, vestige d'un temps où la présence humaine se mesurait en courage et en résistance. Chaque matin, il se levait avec le soleil pour transformer ce lieu oublié en refuge solide permettant de braver l'hiver qui approchait déjà. À force de dégager les fondations et d'arracher de la terre des morceaux d'histoire enfouie, Samuel se découvrit de curieux compagnons. Une famille de ratons laveurs, ayant compris que son activité dérangeait larves et insectes, se mettait à le suivre comme une petite brigade de nettoyage, curieuse et opportuniste. Toutefois, l'apparition la plus surprenante fut celle d'un jeune ours noir. C'était son 10e jour de labeur lorsqu'il ressentit une présence puissante derrière lui. Il se retourna brusquement et son cœur faillit exploser de peur. Un ours, massif et sombre, se tenait là, immobile. Pourtant, aucune menace ne se lisait dans ses yeux. L'animal semblait davantage intrigué que dangereux. Samuel se souvint immédiatement des paroles de son grand-père, un homme qui ne voyait jamais la nature comme un ennemi. Respecte les créatures du bois, lui avait-il appris. Garde tes distances, mais ne présume jamais du danger tant qu'il ne se présente pas. Prenant une inspiration tremblante, Samuel ne fit aucun geste brusque. L'ours observa un moment le jeune garçon avant de s'asseoir pesamment, comme pour assister à son travail. Les jours suivants, il revint régulièrement. Samuel, touché par cette fidélité inattendue, lui donna un nom. Il l'appela Bruno. Bruno ne venait jamais trop près, mais il regardait avec une attention presque studieuse le fonctionnement des systèmes de poulies que Samuel avait conçus pour hisser les lourdes poutres. Il restait ainsi, assis, des heures durant, comme si la mécanique humaine révélait pour lui un spectacle irrésistible. Cette présence silencieuse mais protectrice donnait à Samuel le sentiment réconfortant de ne plus être totalement seul dans l'immense wilderness. Même les créatures les plus puissantes de la forêt semblaient approuver sa mission. Au bout de 2 semaines, après d'innombrables allers-retours sur l'ancienne voie ferrée, Samuel avait récupéré suffisamment de traverses en bois et de pièces métalliques pour reconstruire entièrement le système de fondation de la cabane. Chaque objet trouvé était un trésor à exploiter. Il apprenait en marchant la voie difficile de l'ingéniosité, découvrant qu'à chaque obstacle existait une solution pour qui veut réfléchir et persévérer. Le soir venu, assis près du feu crépitant, il examinait les objets de métal collectés pendant la journée. Un jour, il trouva un solide clou de chemin de fer, grand de plus de 15 cm. D'un acier de qualité, dense et bien équilibré. Dans les mains de son grand-père, un tel morceau aurait pris 1000 formes, devenant tour à tour ciseaux, gouge, levier, outil de survie. Samuel le fit tourner entre ses doigts et sut qu'à partir du lendemain, il commencerait à forger ses propres outils. La reconstruction de la cabane n'était plus seulement un projet architectural. Elle devenait une véritable école d'autonomie et de création. Chester, l'écureuil qui vivait dans un pin voisin, semblait le surveiller avec une attention presque amicale. Tandis qu'au loin, Bruno le grizzly miniature de la montagne, fouillait tranquillement dans les broussailles. Samuel avait établi, sans l'avoir prévu, une étrange communauté autour de lui. Puis un matin, le destin montra combien l'isolement pouvait être impitoyable. L'air avait pris la morsure glacée des premières gelées annonçant la saison rude à venir. Samuel s'était perché sur un échafaudage bricolé, tentant de placer un lourd tronc récalcitrant sur la paroi nord de la cabane. Soudain le support céda. Le garçon bascula dans le vide, tombant lourdement sur une pile de traverses. Il sentit son bras gauche se tordre sous lui et une douleur fulgurante envahit tout son corps. Le choc lui coupa le souffle et il resta de longues minutes incapable de bouger, luttant contre l'envie de vomir. Lorsqu'il put enfin se redresser en grimaçant, il vit immédiatement l'ampleur du problème. Son poignet était enflé, violacé, presque méconnaissable. L'angoisse monta en flèche. Aucun adulte ne viendrait vérifier s'il allait bien. Aucun hôpital à proximité. Aucun téléphone. Aucun secours. À 12 ans, perdu dans une montagne immense. Il devait gérer seul une blessure qui pouvait compromettre sa survie.
Paniqué, il ferma les yeux et se força à respirer lentement. Son grand-père répétait toujours que l'arme la plus puissante en situation d'urgence n'était ni un couteau ni une radio, mais l'esprit. Tant que l'on garde son calme, tout reste possible. Samuel testa doucement ses doigts. La douleur était intense. Mais les os semblaient intacts. Une entorse sévère peut faire aussi mal qu'une fracture. Avec les lambeaux de son propre chemisier en flanelle, il fabriqua un bandage rudimentaire et immobilisa son poignet. Cependant, comment continuer le travail d'une seule main alors que l'hiver menacerait bientôt de s'abattre sur lui avec toute sa violence glacée? Le temps jouait contre lui. Et chaque jour perdu diminuait ses chances de survivre jusqu'au printemps. Ce soir-là, alors que le feu répandait une douce chaleur, Samuel aperçut un petit flacon en verre coincé près des ruines anciennes. Une étiquette jaunie révélait une inscription tremblée, extrait d'écorce de saule contre la douleur et la fièvre. La bouteille était vide, mais elle attisa un souvenir précieux. Son grand-père lui avait souvent parlé des arbres qui soignent, dont le saule. Son écorce recelait une substance apaisante, ancêtre naturel de l'aspirine. Suivant les gestes appris dans son enfance, il récolta de jeunes rameaux près du ruisseau, en préleva l'écorce intérieure, la réduisit en fins copeaux, puis fit bouillir la mixture pour obtenir un thé amer mais efficace. La douleur reflua progressivement et une chaleur réconfortante enveloppa son bras meurtri. Cette potion, plus que tout, lui enseigna combien la nature contenait en elle les remèdes des anciens. Les jours suivants, Samuel dut réinventer chaque mouvement. Travailler d'une seule main le força à développer de nouvelles techniques, plus ingénieuses, plus précises. Il apprit à utiliser le poids des matériaux plutôt que la force brute, à concevoir des systèmes de levier, à organiser son labeur avec méthode. Ce qui avait d'abord semblé une catastrophe se transforma peu à peu en leçon de créativité et de résilience. Même les animaux semblèrent comprendre sa fragilité. Chester restait plus longtemps que d'habitude près de lui. Bruno apparaissait presque quotidiennement. Se tenant à distance, mais plus proche que jamais, offrant une présence rassurante. Les corbeaux, esprits farceurs de la forêt, déposaient parfois brindilles ou petits objets brillants comme s'ils souhaitaient participer eux aussi à l'effort. Au fil de 2 semaines de guérison, Samuel sentit quelque chose changer profondément en lui. Il ne faisait plus que survivre dans les bois. Il en faisait désormais partie. Il apprenait à lire le langage du vent, à reconnaître la saison dans la couleur des feuilles, à puiser la ressource dans chaque recoin alentour. Le vieux flacon de médicaments, posé soigneusement sur une étagère nouvelle, devint un symbole de l'histoire humaine gravée dans cette montagne, rappelant que d'autres avant lui avaient souffert, appris et persévéré. C'est à ce moment, alors qu'il fendait du petit bois derrière la cabane, qu'un son inattendu brisa le silence habituel. Un cri humain, rauque, désespéré, monta depuis l'est, du côté où serpentait l'ancienne voie ferrée. Samuel sentit son cœur se serrer. Son premier réflexe fut de se cacher. Il avait tant appris à aimer cette solitude qu'il craignait d'y renoncer. Pourtant, la voix de son grand-père résonna en lui, claire et sévère. Le caractère d'un homme se mesure à ses actes lorsque personne ne le regarde, et surtout à la manière dont il aide ceux qui sont en détresse. Il attrapa sa gourde, quelques baies sauvages, et s'élança à travers les fougères. Il retrouva l'homme au bord du talus, effondré dans les ronces. C'était un randonneur d'une 60aine d'années. Équipé de vêtements coûteux désormais déchirés et maculés de boue. Une bande de tissu ensanglanté entourait sa jambe. Son visage livide trahissait la douleur et l'épuisement. À la vue de Samuel, il laissa échapper un souffle de soulagement. Sa voix n'était qu'un filet, « Je suis perdu depuis 2 jours. Mon GPS est tombé en panne. Je suis tombé hier. Je crois que ma jambe est cassée. » Samuel s'agenouilla près de lui, l'esprit en mode survie. Respiration rapide mais régulière. Pouls affolé mais puissant. Blessure grave, mais pas fatale. « Je m'appelle Samuel, » dit-il d'une voix calme, lui tendant l'eau. « Laissez-moi regarder votre jambe. » Le randonneur le fixa avec stupéfaction, comme si son sauveur miniature surgissait d'un conte irréel. « Tu es seulement un enfant. Que fais-tu ici seul ?» Samuel répondit sans détour, mais avec une sagesse qui démentait son âge, « La même chose que vous, je suppose. Je m'efforce de survivre. » Avec prudence, il examina la
Jambes, l'os semblait déplacé sous la peau. Il faudrait une aide médicale, mais il savait quoi faire pour stabiliser la fracture. Tandis qu'il bricolait une attelle de fortune avec des branches droites et des liens résistants, un feu discret s'alluma dans son regard. Cette épreuve inattendue révélait pleinement l'enseignement reçu du vieil homme qui avait bercé son enfance. Un jour, son grand-père lui avait confié que la vie dans la nature ne réclamait pas seulement du courage, mais aussi du cœur. À cet instant, Samuel comprit qu'il avait déjà franchi la frontière invisible de l'enfance. La cabane n'était plus seulement un toit contre la neige. Elle représentait un foyer. Un foyer auquel un être humain blessé avait désormais besoin d'accéder. Autour d'eux, la forêt observait en silence, témoin impartial mais bienveillant. Chester, tapis sur une branche, surveillait la scène. Bruno n'était peut-être pas loin non plus, prêt à intervenir à sa manière de géant tranquille. Dans ce coin de montagne oublié, un enfant et un vieil homme perdu venaient de sceller une alliance née des urgences de la survie. Samuel savait qu'il devait ramener ce randonneur à la cabane, lui offrir chaleur, nourriture, repos et soins. Le monde venait frapper à sa porte, et il lui appartenait de répondre avec dignité. La nature, qu'il avait mis à l'épreuve, lui envoyait maintenant l'occasion de prouver qu'il était prêt. Prêt à devenir celui que son grand-père espérait qu'il devienne. Prêt à incarner cette vérité fondamentale, même au milieu d'une forêt immense, même face à la solitude et au danger, un acte de bonté peut changer le destin. Au loin, les montagnes se couvraient déjà d'un voile blanc. L'hiver n'attendrait pas. La course contre le froid venait de prendre une nouvelle dimension. Pourtant, Samuel ne ressentit ni peur ni découragement. Son regard se fixa vers la cabane qui n'était plus une ruine, mais le cœur battant d'une nouvelle vie. La montagne avait un jour accueilli un homme du passé. Elle accueillait maintenant un enfant qui se forgeait un avenir. Et désormais, elle élargissait son cercle pour protéger un étranger blessé. Une histoire nouvelle commençait à s'écrire. Une histoire de solidarité, d'apprentissage, et de courage silencieux. Une histoire dont Samuel était devenu le héros. Le randonneur observait son jeune sauveteur avec une stupéfaction grandissante. Malgré son âge, l'adolescent semblait agir avec une assurance née de l'expérience, comme s'il avait déjà fait face 1000 fois à l'imprévu et au danger. L'homme, dont la cheville enflée reposait entre les mains du garçon, finit par demander « Tu sembles savoir ce que tu fais. Tu campes quelque part dans les environs ?» Samuel leva le regard et pointa vers une petite clairière, là où se dressait un chantier de reconstruction que l'on devinait à peine entre les sapins immenses. « Je vis là-bas », répondit-il simplement. Lorsque l'homme aperçut la structure partiellement reconstruite, sa réaction fut très différente de ce que Samuel avait imaginé. Aucune inquiétude concernant un enfant seul en pleine nature. Aucun étonnement face à l'ampleur du projet. À la place, une émotion profonde se répandit sur ses traits. De la reconnaissance. De la révérence. Mon Dieu! Souffla-t-il, comme s'il venait de revoir un fantôme. C'est la cabane de Jim Morrison. Je n'aurais jamais cru revoir cet endroit un jour. Samuel cessa de serrer le bandage et fixa l'homme avec surprise. Vous connaissiez James Morrison? Le randonneur, malgré la douleur, laissa échapper un rire chargé de souvenirs lointains. Le connaître? Il m'a sauvé la vie en Corée. Je suis Henry Walsh. Nous avons servi ensemble dans la 2e division d'infanterie. Lentement, ses doigts glissèrent sous son col pour en sortir une chaîne aux maillons ternis par le temps. Les plaques militaires qu'elle portait brillaient faiblement sous la lumière grise de la forêt. Jim m'a donné ça lorsqu'il a cru qu'il ne survivrait pas à un combat particulièrement meurtrier. Il m'a dit que s'il lui tombait et que moi je rentrais au pays, je devrais prévenir sa famille, lui raconter ce qu'il avait accompli. Sa voix se serra. Il n'est pas revenu. Samuel sentit ses mains trembler légèrement tandis qu'il terminait d'attacher l'attelle. Il releva doucement le regard. Mais il est revenu. Il a construit cette cabane pour sa famille. Henry acquiesça lentement, les yeux perdus dans les souvenirs. Oui, j'ai fini par l'apprendre. J'ai entendu dire qu'il avait voulu tout recommencer ici. Qu'il cherchait à fuir les foules, les cauchemars. Nous étions nombreux à lutter après la guerre.
Mais Jim portait un fardeau plus lourd que la plupart. Il avait vu des horreurs qu'aucun homme ne devrait porter seul. Les heures suivantes passèrent au rythme du repos du blessé aidé. Histoire qu'il confia au garçon. Henry racontait un James Morrison que le vieux journal n'avait jamais évoqué avec autant de clarté. Un expert en démolition, capable aussi bien de construire des merveilles que de réduire des montagnes en poussière. Un homme partagé entre la destruction commandée et le besoin viscéral de bâtir quelque chose de beau, de durable, pour compenser les ruines qu'il avait laissées derrière lui. Jim était le meilleur ingénieur de combat que j'ai jamais vu, déclara Henry en acceptant la tasse de tisane d'écorce de saule que Samuel avait préparée. Il pouvait ériger un pont de fortune en bambou capable de soutenir un char, ou faire disparaître une colline entière avec ses explosifs. Pourtant, ce qu'il désirait vraiment, c'était construire un refuge pour ceux qu'il aimait. Bâtir plutôt que détruire. Laisser une trace de paix dans un monde où il n'avait connu que la guerre. Lorsque le soir tomba, Henry observa le travail de Samuel avec un regard expert, connaisseur, mais aussi profondément touché. Il voyait chaque joint soigneusement taillé, chaque poutre ajustée avec une précision inhabituelle pour un enfant. « Tu fais du très bon travail, mon garçon. Jim serait fier de te voir restaurer sa maison avec tant de respect et de savoir-faire. » Samuel l'aida à descendre jusqu'à la clairière, où le randonneur pourrait attendre confortablement les secours que le garçon avait appelés grâce à la balise d'urgence. Avant qu'il n'atteigne le perron, Henry s'arrêta soudain, observant attentivement les assemblages. Le grain du bois, la manière dont les éléments s'unissaient harmonieusement. « Tu sais, dit-il avec gravité. Ce n'est pas seulement une reconstruction. C'est un hommage. Jim disait toujours que chaque bâtiment porte une part de l'âme de celui qui l'a créé. Tu ne fais pas que réparer sa cabane. Tu accomplis son rêve. » 3 jours plus tard, Henry était parti, évacué par une équipe de recherche et de sauvetage. Avant de quitter la montagne, il avait confié à Samuel un trésor inestimable, les plaques militaires de James Morrison, symbole de sa vie et de son sacrifice. Il avait aussi promis de garder le secret du refuge du garçon jusqu'au printemps. Un homme doit terminer ce qu'il a commencé. Jim aurait compris mieux que quiconque. Seul à nouveau parmi les sapins, Samuel sentait l'hiver approcher comme une force qui se resserrait autour de lui. Depuis le toit nouvellement achevé, perché à 6 mètres du sol, il regardait les premiers flocons descendre du ciel gris d'octobre. De petites étoiles glacées annonçant la rudesse imminente du froid des Rocheuses. La girouette qu'il fixait à l'instant même avait été forgée à partir d'un vieux clou de chemin de fer. Elle indiquerait le vent, mais elle serait surtout un rappel constant, il tiendrait bon. La cabane était presque terminée, mais presque ne suffirait pas lorsque les températures chuteraient au-dessous de 0 pendant des semaines entières. Il lui restait peut-être 2 semaines pour parfaire chaque jointure, colmater chaque interstice, poser les dernières vitres. Vérifier encore et encore le tirage de la cheminée. Alors il travaillait sans répit. À l'aube, il mêlait l'argile de la rivière à la chaux obtenue en broyant du calcaire et au crin d'un cheval sauvage devenu son compagnon occasionnel. Ce mortier inédit bouchait les moindres ouvertures entre les rondins. Les vitres, elles, exigeaient une patience presque infinie. Il avait récupéré une plaque de verre provenant d'un pare-brise abandonné près de la voie ferrée. Chaque morceau était découpé avec une précision méticuleuse selon les mesures de cadres anciens retrouvés sous les décombres. Tout en œuvrant, il ne cessait de repenser à la quête de James Morrison, le besoin de laisser derrière lui quelque chose de meilleur que la guerre qu'il avait connue. Samuel comprenait cela à présent. Chaque pierre qu'il posait, chaque latte de bois qu'il ajustait représentait un acte d'espoir. Un refus de céder à la fragilité du monde. Autour de lui, la forêt semblait s'accorder à ce combat contre le temps et le froid. Chester, l'écureuil, ne perdait plus son temps en bavardage et remplissait ses réserves plus vite que jamais. Bruno, l'ours, rôdait régulièrement aux abords du chantier comme pour s'assurer que Samuel serait prêt lorsque la neige ensevelirait tout. Même les corbeaux paraissaient affairés, transportant branches et nourriture vers des caches secrètes. Les journées devinrent une course contre l'inévitable. À la tombée de la nuit, exténué, Samuel aiguisait ses outils, renforçait ses pièges, vérifiait chaque corde, chaque clou. Ses mains étaient dures comme le cuir,
son dos douloureux à force de soulever de lourds madriers, mais son cœur se nourrissait de chaque pas accompli vers la sécurité. Le cellier creusé dans la pente derrière la cabane devint progressivement une forteresse de nourriture. Baies séchées, poissons fumés, viande de petit gibier soigneusement préservée selon les enseignements de son grand-père et du journal du soldat, tout prenait place sur des étagères froides, à l'abri du moindre prédateur. Pour le feu, il avait calculé qu'il lui faudrait 10 cordes de bois sec pour tenir tout l'hiver. Une quantité absurde pour un enfant seul. Pourtant, il avait déjà dépassé la moitié, avançant chaque jour un peu plus. Enfin, un soir, lorsqu'il posa la dernière vitre de la dernière fenêtre, il recula d'un pas. Devant lui se dressait un refuge solide, prêt à affronter la rage des éléments. La fumée montant en volute droite vers le ciel prouvait que le foyer était fiable. La lumière chaude qui traversait les vitres ne laissait plus aucune brèche à la nuit glaciale. Il monta sur le toit et posa la main sur la girouette, dont la flèche tournait au gré d'un vent de plus en plus mordant. L'hiver arrivait. Mais il était prêt. Ou du moins, il le croyait. Le vent commença par un murmure, presque un souffle discret dans les cimes des pins. Samuel travaillait sur une croix de bois qu'il avait sculptée dans un morceau de cœur de pin provenant de la construction originale. Une pièce destinée à rendre hommage au premier bâtisseur, et aussi à la chance inespérée qui l'avait gardé en vie jusqu'ici. Le murmure devint plainte. Puis hurlement. À minuit, la montagne entière fut balayée par un tourbillon de neige et de vent, un premier blizzard d'une puissance terrifiante pour la saison. La cabane trembla sous l'assaut des rafales. Le froid réussit à s'infiltrer par des chemins invisibles, créant de petits tas de neige dans les angles les plus sombres. Les pierres de la cheminée craquèrent sous la chute brutale des températures. Malgré le feu ardent, une fine couche de givre se forma sur les murs. Samuel ne dormit pas cette nuit-là. Il parcourut chaque pièce, vérifia chaque joint, renforça chaque faiblesse. Il découvrait soudain la vérité de la montagne, rien n'y est jamais vraiment achevé. Rien ne s'y gagne sans lutte constante. La nature respecte seulement ceux qui ne renoncent pas. Il ne renoncerait pas. Jamais. Car désormais, dans le silence assourdissant de la tempête, il comprenait pleinement son rôle. Il ne resterait pas seulement un abri. Il gardait une mémoire. Il poursuivait un rêve né bien avant lui. Un rêve façonné par un homme brisé qui avait voulu reconstruire une partie de son âme dans ces bois sauvages. Dans ce refuge de bois et de pierre, Samuel était devenu le gardien de l'héritage de James Morrison. Le témoin vivant de sa volonté de bâtir un avenir où la paix triomphe enfin de la guerre. Le vent pouvait bien hurler, la neige tentait de tout ensevelir, à l'intérieur, un feu brûlait désormais que rien ne pourrait éteindre. Ce feu avait un nom. L'espoir. Dans la fureur glaciale de l'hiver montagneux, un morceau de tôle se détacha du toit et Samuel dut sortir, luttant contre les rafales hurlantes, pour le fixer de nouveaux clous malgré la tempête. Un châssis de fenêtre avait été légèrement déplacé par la pression du vent, et il fallut renforcer le calfeutrage pour préserver la chaleur fragile qui persistait dans la cabane. La cheminée elle-même aspirait mal la fumée lorsque les bourrasques venaient du nord, la renvoyant parfois à l'intérieur. Samuel avait alors les yeux brûlants et la gorge en feu, pleurant plus du vent et du bois crépitant que de la peur qu'il s'efforçait de maîtriser. Lorsque l'aube finit par poindre, 3 pieds de neige ensevelissaient déjà les murs extérieurs, et la tempête persistait sans relâche. Samuel comprit que ce n'était pas un simple assaut précoce de l'hiver. La girouette qu'il avait installée tournoyait follement, incapable de choisir un chemin, comme si le vent lui-même avait perdu toute direction. Puis vint le 2e jour, et l'épreuve devint véritablement dangereuse. La neige, s'accumulant sans pitié, pesait lourdement sur le toit. Les poutres gémissaient sous la contrainte. Samuel avait pourtant renforcé la toiture en s'inspirant des plans de James Morrison, y ajoutant d'autres soutiens. Il n'avait cependant jamais imaginé que l'hiver s'abattrait si tôt avec une telle violence. À la lueur vacillante du feu, il se mit à l'ouvrage avec une précision désespérée, utilisant les techniques que son grand-père lui avait enseignées pour les réparations d'urgence. Calmement. Sans céder à la panique, il découpa dans ses réserves de bois des pièces d'étai supplémentaires, les hissant contre les solives pour répartir le poids de façon plus uniforme. Chaque geste était calculé, chaque décision pesée contre la peur qui tapait aux portes de son esprit.
Il savait que le moindre faux pas pourrait être fatal. La troisième nuit annonça le paroxysme du danger. Le vent rugissait à des vitesses inimaginables, secouant toute la structure comme une simple cabane de poupée entre les doigts d'un géant furieux. Samuel resta éveillé, le cœur battant à chaque fracas qui déchirait la forêt. De gigantesques pins, qui avaient connu des décennies de tempêtes, s'écroulaient comme des infrastructures fragiles. Le son de leurs troncs se brisant résonnait comme un tonnerre tout proche. Dans ces heures interminables où l'on perd la notion du temps, Samuel prit pleinement conscience que son existence ne tenait qu'à un fil. La cabane résistait. Mais de justesse. Si le toit s'effondrait ou si les murs cédaient, il n'aurait que ses vêtements et quelques outils pour affronter l'ouragan blanc. Le refuge le plus proche se trouvait à plus de 60 kilomètres, à travers des montagnes devenues impraticables. Alors, dans un geste instinctif de survie et de spiritualité, il saisit la petite croix en bois qu'il sculptait depuis quelques semaines. Son grand-père, bien que peu religieux, s'y raccrochait parfois lors des moments d'incertitude, convaincu que les symboles pouvaient recentrer l'esprit et renforcer l'âme. Samuel serra le crucifix contre sa poitrine et murmura, la voix brisée par l'émotion, « Si je ne survis pas à cette tempête, que quelqu'un trouve cet endroit. Qu'il sache que j'ai essayé. Qu'il sache que le rêve de James Morrison méritait d'être relevé, même si je ne suis pas assez fort pour le mener jusqu'au bout. » Mais l'aube du 4e jour arriva, enfin plus clémente. Le vent s'apaisa. La neige continuait de tomber, mais sans cette colère meurtrière qui l'avait transformé en arme. Lorsque Samuel ouvrit la porte, 3 jours après s'y être barricadé, un nouveau monde s'étendait devant lui. Une mer blanche, profonde, presque irréelle. Les congères dépassaient sa propre taille contre le mur nord. Pourtant, la cabane avait tenu bon. Chaque poutre était restée solide, chaque jointure correctement ajustée, aucune vitre n'avait volé en éclats. Le toit, presque invisible sous son manteau de neige, demeurait intact. Et la cheminée tirait convenablement malgré l'épaisseur blanchâtre qui l'enveloppait. Samuel resta un long moment dans l'encadrement de la porte, contemplant cet univers métamorphosé. Une vague d'émotions puissantes l'envahit. Ce n'était pas seulement la joie d'être encore en vie. C'était la certitude d'avoir donné une forme concrète aux enseignements reçus, d'avoir façonné quelque chose de durable dans un monde souvent éphémère. Il déposa la croix sur une étagère, juste à côté de la photographie de Morrison, comme une offrande silencieuse. Certaines aspirations sont assez robustes pour survivre aux plus violentes tempêtes. Les semaines passèrent et le printemps prit possession des montagnes avec douceur. La lumière changeait, moins tranchante qu'à travers la neige. Plus caressante. Les sons de la nature revinrent à un, l'eau ruisselante des toits fondants, le ruisseau libéré de son glacis, les premiers chants timides d'oiseaux revenus de leur exil hivernal. Samuel n'avait pas seulement survécu. Il avait grandi, dans toutes les dimensions de l'existence. Les jours courts de l'hiver avaient vu naître meubles, ustensiles, outils façonnés de ses mains. Ses soirées solitaires, éclairées à la flamme, l'avaient plongé dans la lecture répétée du journal de Morrison, si souvent qu'il avait l'impression de connaître cet homme disparu comme un membre de sa famille. Jamais le toit n'avait fui, jamais les murs n'avaient flanché. Les fenêtres scellées avec soin avaient laissé entrer la lumière et gardé dehors l'hostilité du froid. Samuel pouvait contempler son œuvre avec une fierté légitime. Il honorait à la fois la rigueur de son grand-père et la vision du pionnier qui avait rêvé d'un havre de paix dans ces hauteurs sauvages. Un matin tiède d'avril, alors que la neige ne subsistait plus que dans les creux sombres de la forêt, Samuel percevait des voix humaines. Elles approchaient, se distinguant peu à peu du murmure du vent. Après des mois de solitude, ce son était presque irréel. Un couple accompagné d'un adolescent sortit soudain des arbres, ridiculement bien équipé, leur sac high-tech contrastant avec la simplicité robuste du décor. Ils s'arrêtèrent, fascinés, comme si une vision féerique venait d'apparaître devant eux. La cabane ressemblait à un conte ancien, proportions parfaites. Bois travaillé avec un souci du détail presque artisanal. Une colonne de fumée montait droit vers le ciel immobile. Des jardinières installées sous les fenêtres laissaient jaillir les premières pousses vertes que Samuel avait transplantées du sous-bois. Une pile de bois soigneusement rangée longeait le mur sud, et un carré de terre retourné attendait déjà l'explosion de vie du jardin qu'il avait semé. La femme porta une main à sa bouche, « C'est magnifique. Regardez ces assemblages, ce bois fendu à la main.
Samuel se présenta dans l'embrasure de la porte, habillé de vêtements. Rapiécé avec soin, la posture assurée d'un jeune homme qui a conquis son propre monde. Il avait grandi, les épaules plus larges, les mains marquées par le travail quotidien. Bonjour. Soyez les bienvenus chez moi. Le père, interloqué, demanda, c'est vous qui vivez ici? Quel âge as-tu donc? D'un ton simple, Samuel répondit, j'ai eu 13 ans le mois dernier, et j'ai bâti tout cela moi-même, avec l'aide de celui qui m'a précédé. En visitant l'intérieur, la famille écouta, captivée, le récit de ses mois de labeur, d'ingéniosité, et de survie. Samuel évoqua Morrison, la solitude, les solutions trouvées quand il n'existait aucune alternative. Le fils, admiratif devant l'atelier parfaitement organisé, demanda, qui t'a appris toutes ces techniques? Samuel répondit simplement, mon grand-père m'a transmis l'essentiel. Le reste, je l'ai découvert parce que je n'avais pas d'autre choix. Quand il faut absolument réussir, on se découvre bien. Plus capable qu'on ne le croyait. Avant de partir, les visiteurs l'aidèrent à semer des graines de fleurs sauvages autour de la maison. La femme insistait, un tel lieu méritait des couleurs. Samuel sentit, pour la première fois depuis longtemps, son cœur se rouvrir au reste de l'humanité. « Restes-tu ici » demanda le père. Le jeune garçon jeta un regard circulaire sur l'espace qui avait façonné sa renaissance, le refuge debout malgré la tempête, la forêt devenue une alliée, le sol qui promettait une abondance nouvelle. Pour l'instant oui. Il y a encore tant à faire. Je veux voir grandir ce jardin. Lorsque la forêt engloutit à nouveau les silhouettes des randonneurs, Samuel resta là, un petit sachet de graines entre les mains. Demain, il ajouterait des fleurs. Aux endroits les plus ternes. La semaine prochaine, il commencerait la construction de l'appentis qu'il avait dessiné cet hiver. Le mois suivant, il fabriquerait le mobilier de la seconde chambre. Il avait compris que le mot maison ne désigne pas un don reçu, mais une création. Une promesse faite à soi-même. Une œuvre vivante, peuplée de ses rêves et de son courage. C'est en creusant un nouveau canal de drainage, pour protéger la fondation des eaux du dégel, que survint une découverte inattendue. La pelle heurta quelque chose de trop dur pour être un simple rocher. Intrigué, Samuel écarta doucement la terre humide et riche, et révéla une pierre façonnée à la main. Le parfum de la neige fondue se mêlait à celui du granit. Ce n'était pas une pierre naturelle. Elle avait été taillée, polie, marquée par un burin habile. Une pierre angulaire. Samuel retira avec précaution le reste du sol jusqu'à pouvoir en déchiffrer l'inscription. Les lettres gravées profondément avaient résisté aux décennies. G. Morrison, 1943. Construit avec espoir. Sous ces mots, deux mains enlacées symbolisaient l'union entre le travailleur et la terre. Alliance nécessaire pour bâtir quelque chose de durable. Samuel resta immobile, submergé par l'émotion. Cette pierre n'était pas une simple signature. C'était un acte de foi, une déclaration. Silencieuse que ce refuge serait un jour plus que du bois et de la pierre. Morrison avait déposé sa confiance dans l'avenir au cœur même des fondations. En nettoyant encore un peu la surface, Samuel remarqua d'autres marques, plus légères, à peine visibles. Des encoches regroupées par 5. Des dizaines. Quelqu'un avait compté, marqué chaque journée de labeur, chaque étape du rêvant. Devenir. Une forme de calendrier silencieux. À la lumière tremblotante de sa lampe à huile, Samuel compta les marques, 120. Exactement le même nombre de jours qu'il avait mis, lui aussi, pour reconstruire la cabane. À travers le temps et les épreuves, deux vies, deux quêtes se rejoignaient. Morrison avait vaincu ses doutes en façonnant son refuge. Samuel avait réussi la même prouesse, des années plus tard, animé par une espérance similaire. La pierre angulaire n'était pas seulement la preuve qu'un homme avait un jour cru en cette cabane. Elle était le lien entre deux bâtisseurs qui avaient affronté les éléments et eux-mêmes, convaincus que certains rêves méritent d'être poursuivis, même lorsqu'ils semblent perdus dans les montagnes. Dans les jours qui suivirent sa découverte des deux pierres d'angle, Samuel se plongea dans une véritable enquête historique. Il fouilla dans les livres abîmés retrouvés sous les décombres du vieux chalet, relut les passages annotés du journal de James Morrison, et convoqua dans son esprit les souvenirs des longues conversations qu'il avait eues avec son grand-père autour du feu. À mesure que ses recherches
progressait, l'histoire millénaire des pierres d'angle s'ouvrait à lui comme un coffret secret. Depuis l'Antiquité, ces blocs fondateurs représentaient l'âme même de l'édifice qu'ils soutenaient. Les bâtisseurs croyaient que si la pierre d'angle était posée avec respect, selon un rituel précis, la construction résisterait au vent, aux intempéries, aux guerres, et même au passage du temps. Cette symbolique ancienne toucha profondément le jeune garçon. Entre les pages jaunies et les récits transmis de génération en génération, Samuel comprit qu'il se trouvait, lui aussi, devant un choix porteur de sens. Devait-il replacer la pierre d'angle que Morrison avait taillée de ses propres mains, renouant ainsi avec la mémoire du premier constructeur et l'histoire de ce lieu unique? Ou devait-il faire un geste nouveau, poser sa propre pierre d'angle à côté de celle de Morrison, marquant ainsi son appartenance à la lignée de ceux qui avaient nourri le rêve de cette cabane? La réponse se révéla à lui lors d'une promenade matinale, alors que les premiers rayons du soleil illuminaient la forêt. Il observa comment de jeunes pousses d'épinette émergent au pied des souches anciennes, sans les effacer ni les trahir. La vie ne se substituait pas à ce qui avait existé avant. Elle s'y adossait, elle continuait, elle honorait l'héritage en y ajoutant sa propre force. La cabane pouvait raconter deux histoires à la fois, celle du passé et celle du présent. Il se mit immédiatement à l'ouvrage. Pendant une semaine entière, il consacra ses moments libres à la taille de sa pierre. Il avait repéré, dans un couloir rocheux sur le flanc de la montagne, un bloc de granit veiné de gris et de bleu, solide et noble. En reproduisant les techniques décrites par Morrison dans son journal, il apprit à écouter la pierre, à suivre ses lignes naturelles, à accepter son rythme. Le travail était long et exigeant. Chaque coup de burin devait être réfléchi, précis, accompagné d'une patience que son jeune âge n'aurait jamais laissé soupçonner. Lorsque la pierre atteignit finalement la forme souhaitée, il grava soigneusement « S. Walker 2024, construit avec gratitude ». Sous cette inscription, il ajouta un symbole choisi avec soin, une rose des vents stylisée, pointant dans toutes les directions. Elle représentait la guidance reçue de ceux qui l'avaient précédé, mais aussi sa volonté de transmettre, à son tour, un savoir utile à ceux qui viendraient après. La cérémonie eut lieu à l'aube d'un matin limpide. L'air sentait la résine et la promesse du renouveau. Samuel replaça d'abord la pierre d'angle de Morrison à sa place d'origine, comme si l'ancien bâtisseur se tenait à ses côtés, satisfait et fier. Puis, juste à côté, il déposa la sienne, parfaitement alignée au sud-ouest du bâtiment. Deux pierres, deux époques, un seul rêve. En reculant pour mieux contempler l'ensemble, Samuel ressentit une émotion intense. Il n'était plus simplement celui qui réparait une cabane oubliée. Il en devenait l'historien, le gardien, le lien vivant entre ce lieu et son avenir. Les histoires de Morrison et de Samuel se mêlaient désormais dans le silence de la pierre et le souffle de la montagne. Un écureuil, qu'il avait surnommé Chester, émit quelques cliquetis enthousiastes depuis une branche, comme s'il approuvait ce geste symbolique. Plus loin, les oiseaux entonnèrent leur chant du matin, célébrant à leur manière la continuité du monde. Les fondations de la cabane, enracinées dans l'effort humain. Et l'espoir, semblait plonger encore plus profondément dans le sol. Alors que la cabane retrouvait son âme, Samuel poursuivait son apprentissage de l'autonomie. Il entreprit un nouveau projet qui l'occupa durant 3 longues semaines, la confection d'un panier tissé à la main. Au départ, il pensait simplement à un outil pratique pour transporter les baies et les noix récoltées pendant ses expéditions en forêt. Cependant, à mesure que ses mains tressaient les fibres, le geste prenait une dimension nouvelle. Ce panier devint une méditation, une manière de faire vivre les traditions que son grand-père lui avait transmises lors de leurs étés passés ensemble. Il se souvenait encore des premières leçons, lorsqu'il était trop jeune pour comprendre l'art, mais assez curieux pour observer la sagesse dans les doigts ridés de son grand-père. Désormais, sans maître et sans autre compagnie que le crépitement du feu, il retrouvait les gestes élémentaires de l'humanité. Les jeunes pousses de saule devinrent l'ossature souple de son ouvrage. Il prépara de longues lanières d'écorce de bouleau, ainsi que des aiguilles de pin soigneusement nettoyées, pour le tressage. La forêt entière se révélait une source de matériaux. Chaque plante avait une utilité, pour qui savait la reconnaître et la respecter. Weaver est un art de patience, lui avait dit son aïeul. À présent, Samuel comprenait.
Chaque erreur entraînait un retour en arrière fastidieux. Il fallait défaire, recommencer, accepter la lenteur. Les gestes répétitifs, leur rythme apaisant, l'enveloppèrent d'une tranquillité profonde que son grand-père appelait la paix de l'artisan. Ses pensées devenaient plus claires, comme si son esprit tissait aussi quelque chose de nouveau. Le panier terminé se révéla simple, robuste et élégant. Plus qu'un outil, il représentait l'affirmation que la liberté se construit avec les mains. Ce premier succès en appela d'autres. Samuel se mit à fabriquer de la corde en torsadant des fibres végétales. Il sculpta des bols et des cuillères dans du bois tombé au sol, chaque pièce parfaitement adaptée à son usage quotidien. Il fit du savon avec de la cendre et de la graisse animale, des bougies avec du suif fondu, et même des teintures naturelles aux couleurs de la forêt. Chaque objet achevait le relier davantage aux générations qui avaient bâti leur vie sur l'inventivité et le travail manuel. Il comprenait désormais que l'autosuffisance dépassait la survie. Elle était, en réalité, un acte de compréhension du monde. Cultiver ses légumes, couper son bois, réparer son toit, fabriquer son couteau ou son panier, tout cela plaçait l'être humain en relation directe avec ce qui le nourrissait, le protégeait, l'habillait. La cabane se transforma peu à peu en un atelier vivant. Les outils rangés sur les murs témoignaient de l'ingéniosité grandissante du jeune homme. Les paniers s'empilaient, prêts pour différentes missions, la cueillette, le stockage, le transport du bois. La vie quotidienne se structura selon un rythme presque ancestral. Les matinées étaient consacrées au jardin, à la collecte d'eau ou au renforcement des structures. Les après-midi servaient aux tâches les plus physiques. Et lorsque la nuit tombait, les loisirs de l'artisan prenaient le relais, il tissait, sculptait, polissait, créait. Quelques randonneurs, aventureux ou curieux, passaient parfois près de la clairière et découvraient cette cabane renaissante. Ils repartaient émerveillés par ce qu'ils venaient de voir, un adolescent vivant presque entièrement grâce à ses propres compétences, façonnant chaque élément de sa vie avec respect et courage. Leur étonnement donnait à Samuel une joie silencieuse. Non pas de la vanité, mais la satisfaction d'avoir choisi un chemin authentique. Une soirée pluvieuse scella une prise de conscience inattendue. Tandis que les gouttes tambourinaient sur les vitres et que la flamme du foyer projetait des ombres dansantes, Samuel réalisa qu'il ne dépendait plus vraiment du monde moderne. Son existence se suffisait à elle-même. Ce panier posé à ses pieds en devenait l'emblème. Il était la preuve que la liberté ne se quémande pas. Elle se conquiert par le savoir, la volonté et l'effort. L'hiver, cependant, imposait une autre forme de silence. Un soir particulièrement long. Le mutisme de la nuit s'étendit comme un voile épais autour de la cabane. Le jeune garçon lisait une fois encore le journal de Morrison. Ses yeux s'arrêtèrent soudain sur une note émouvante. Daté du 14 février 1944, j'ai fabriqué un sifflet pour Tommy aujourd'hui. Depuis que Marie l'a emmené en ville, il ne dit presque plus un mot. Il paraît que le silence lui fait peur, ici. La musique aide. Elle nous rappelle que les humains ne construisent pas que des abris. Ils créent aussi de la beauté. Samuel posa le carnet et écouta. Rien. Pas le moindre bruissement à travers la neige épaisse. Même la forêt retenait son souffle. Il aimait cette tranquillité. Toutefois, les mots de Morrison révélèrent un manque imperceptible, la joie. Cette étincelle humaine qui transforme. Un simple refuge en foyer vivant. Le lendemain, il partit à la recherche du morceau de bois idéal pour un instrument. Il se souvint de ce que son grand-père lui avait enseigné, chaque essence possède une voix. Il marcha longuement sous les pins chargés de neige, caressant l'écorce, observant les fibres, cherchant cette pièce unique qui pourrait chanter sous ses doigts. Une idée nouvelle était née dans son cœur. Désormais, il ne voulait plus seulement survivre. Il voulait aussi célébrer la vie. Au cœur de l'hiver, alors que les jours raccourcissaient et que le silence du monde montagnard se refermait autour de la petite cabane, Samuel entreprit une œuvre qui n'avait rien à voir avec la survie. Pour la première fois depuis son arrivée dans cet endroit sauvage. Il voulait créer quelque chose de beau, de gratuit, de profondément humain. Il décida de fabriquer une flûte. Une flûte exigeait un bois particulier. Il lui fallait une matière à la fois dense et résonante, capable de produire des notes claires, mais également assez tendre pour être sculptée avec précision.
Samuel trouva exactement ce dont il avait besoin dans le tronc d'un vieux pommier. Tombé il y a longtemps, miraculeusement enraciné dans le sol rocailleux de la montagne. Peut-être un oiseau avait-il déposé, comme un cadeau oublié, la graine qui avait donné naissance à cet arbre. Solitaire. Les années de vent et de neige avaient fait mûrir ce bois jusqu'à la perfection. Lorsque Samuel le frappa du revers de la main, un son cristallin résonna, comme la promesse d'une musique encore secrète. Cette flûte devint son projet de tout l'hiver. Chaque soir, quand l'obscurité avalait le paysage et que le froid lui interdisait de continuer les travaux extérieurs, il s'installait près du feu et reprenait son patient travail. La sculpture du bois exigeait une finesse que les chantiers de construction ne demandaient jamais. Le moindre geste devait être maîtrisé. La moindre entaille anticipée. La position de chaque trou changeait l'harmonie entière de l'instrument. Une seule erreur pouvait rendre le son faux et sans vie. 2 fois, il dut tout recommencer. Le bois s'était fendu. Un trou avait été trop élargi. Chaque échec, douloureux et décourageant, ouvrait néanmoins une porte nouvelle sur la compréhension des lois de l'acoustique. Samuel découvrit un domaine où la rigueur mathématique rencontrait la poésie du son. Les intervalles entre les notes obéissaient à des proportions précises. La musique, tout comme l'architecture ou la menuiserie, répondait à un langage ancien où l'harmonie naissait de l'équilibre exact entre les formes. Avec les semaines, la flûte prit forme sous ses doigts. La surface devint lisse comme une pierre polie par l'eau. Les proportions s'ajustèrent à son souffle. Lorsqu'enfin il traça le dernier trou, il resta longtemps immobile, contemplant l'objet né du vide et de la patience. Le bois avait pris une teinte chaude, comme s'il conservait l'empreinte des flammes du foyer et de la chaleur de ses mains. Les premières notes furent hésitantes, à peine de la musique. Le souffle tremblait, les doigts glissaient. Peu à peu pourtant, les mélodies affleurèrent, simples et émouvantes. Il rejoua les airs que son grand-père fredonnait au rythme des travaux partagés. Il fit renaître les chansons douces que sa mère murmurait lors des rares instants heureux de son enfance. Puis lui vinrent des mélodies nouvelles, nées du vent qui passait entre les sapins, du murmure de la neige, de la présence invisible des montagnes. La musique transforma sa solitude. Le silence, autrefois suffisant et protecteur, devint un espace d'expression, une toile blanche attendant les couleurs du son. Le soir, la flûte remplissait la cabane de vibrations chaudes, rappelant à Samuel que les êtres humains avaient toujours cherché la beauté, même aux confins du monde. Il comprit que jouer ramenait à la surface des émotions enfouies, que la musique parlait un langage que le travail manuel ignorait. La joie, la gratitude, la nostalgie, parfois même un pincement de tristesse, trouvaient leur voie à travers le souffle expédié dans le bois creusé. Souvent, il sortait sous le ciel étoilé, levait la tête vers la voie lactée et laissait ses notes voler au-dessus des sapins, comme une conversation secrète avec l'univers. Samuel imaginait alors que l'esprit de James Morrison, premier bâtisseur de la cabane, l'écoutait quelque part dans la nuit et se réjouissait de cette vie nouvelle donnée à son héritage. La flûte devint pour Samuel bien plus qu'un simple objet. Elle représentait une révélation essentielle. Vivre ne se résumait pas à survivre, à manger, à se protéger du froid, à consolider des murs contre les tempêtes. Les êtres humains avaient besoin de sens, de beauté, de joie partagée avec le monde. Chaque note disait silencieusement, ici, dans ce lieu perdu, habite un cœur vivant. Lorsque revint le printemps, la flûte n'était plus son seul chef-d'œuvre. Samuel avait forgé un outil indispensable à sa prochaine aventure, un râteau façonné à partir d'un vieux crampon de chemin de fer. Les longues soirées d'hiver, après la sculpture, l'avaient vu marteler le fer chauffé à blanc dans la cheminée. Le choc du métal contre la pierre faisait écho au battement de son cœur. La lame étroite, affûtée avec soin, était conçue pour travailler la terre difficile de la montagne. Le dégel transforma le paysage presque du jour au lendemain. Les neiges reculaient vers les ombres des ravines. La terre, sombre et riche de matière organique accumulée, se libérait enfin. Dans les heures de lumière, Samuel observait des signes infimes dont il connaissait maintenant la signification. Les oiseaux migratoires revenaient, les premières pousses vertes perçaient l'humus, la température du sol se stabilisait. Le moment était venu de faire naître un jardin. Il choisit une parcelle derrière la cabane, orientée au sud,
exposé à la lumière rare mais intense de la saison. Le sol, constitué d'un mélange généreux d'humus et de sable granitique, promettait un drainage efficace. Toutefois, il était encombré de cailloux, de racines profondes, parfois de souches oubliées. Chaque morceau de terrain devint une bataille, un apprentissage. Les rochers de la taille d'un poing s'enlevaient facilement. Ce gros comme une citrouille exigeait des leviers improvisés et une stratégie réfléchie. Les racines demandaient patience et respect. Pour les arbres voisins encore bien vivants, son grand-père lui revenait en mémoire à chaque pas. Ses conseils résonnaient avec une clarté presque douloureuse, une bonne récolte commence par un sol préparé avec soin. Tu ne peux pas tricher avec la terre. Samuel avançait lentement, méticuleusement, refusant tout compromis. Le soir, il regardait le travail accompli et sentait grimper en lui un sentiment d'accomplissement nouveau. Ce jardin serait le fruit de sa persévérance. Les graines vinrent de plusieurs sources. Certaines provenaient des réserves de James Morrison. Conservées dans des contenants hermétiques, elles avaient traversé les années sans perdre leur potentiel de vie. D'autres avaient été ramassées par Samuel lors de ses expéditions d'automne. Les forêts lui avaient offert des variétés locales, parfaitement adaptées aux conditions alpines, baies sauvages, tubercules, légumes rustiques. Le jour de la plantation, Samuel suivit les signaux traditionnels que les cultivateurs de montagne avaient observés pendant des générations. Il mesura soigneusement les espacements, adapta la profondeur à chaque semence, plaça les plantes gourmandes en eau près du sillon d'écoulement. Tout était organisé pour offrir à la vie la meilleure chance possible. Vint ensuite l'attente. Une attente difficile pour un garçon habitué à voir les résultats de son labeur se dresser devant lui au fil des heures. La terre, après avoir avalé les graines, ne révélait rien. Pourtant, sous la surface, la magie du vivant opérait. Les racines s'étiraient dans l'obscurité. Les germes se frayaient une voie vers le jour. Samuel apprit à observer, à scruter les moindres indices, à comprendre que le temps de la nature ne suivait pas celui des humains. Ses journées s'organisèrent autour du jardin. Au matin, il inspectait chaque plantule en quête d'un signe d'attaque. L'après-midi, il irriguait avec précaution lorsque la pluie se faisait rare. Le soir, il consignait ses progrès dans un carnet trouvé parmi les affaires de Morrison, comme un agriculteur consciencieux notant minutieusement les leçons apprises. 3 semaines après les semis, de minces tiges vert tendre jaillirent de la terre. Ces premiers fragments de vie firent battre son cœur plus vite que la construction du toit le plus solide. Chaque feuille était une victoire. Chaque tige représentait la preuve que sa patience et sa confiance n'avaient pas été vaines. À mesure que la saison avançait, Samuel devint capable de lire son jardin. Il perçut les signes de carence, les excès d'humidité, les attaques timides des insectes. Il entretenait son outil préféré, sa houe forgée maison, qu'il aiguisait et huilait comme un artisan fier de son œuvre. Cet instrument simple et efficace, tenu par les mains de milliers d'agriculteurs avant lui, ouvrait le sol, déracinait les mauvaises herbes, permettait au jardin de respirer. À la mi-été, l'abondance se manifesta. Les plants croulaient sous les légumes et les fruits. Les rangées vertes formaient un tableau vivant, promesse de jours sans fin et d'autonomie véritable. Samuel apprit à conserver cette nourriture généreuse. Il fit sécher les herbes et les fruits, devint habile à fumer la viande du gibier qu'il chassait, remplit le cellier enfoui dans la colline de racines à conserver pour l'hiver suivant. Ce jardin n'était pas seulement une source de nourriture. Il était un symbole. La preuve que l'on peut transformer un coin sauvage et hostile en un lieu de croissance et de bien-être. Il était le témoignage de ce qu'un être humain peut accomplir lorsque la patience, la volonté et l'amour du vivant unissent leurs forces. La musique et la terre lui avaient révélé une vérité essentielle. Les mains qui construisent doivent aussi savoir créer. Le corps qui lutte doit apprendre à célébrer. La solitude n'est pas un mur, mais un espace fertile pour laisser éclore la beauté intérieure. Grâce à sa flûte et à son jardin, Samuel comprit qu'il n'était pas seulement un survivant de la montagne. Il en était désormais le gardien, l'héritier, l'artiste. Dans ces montagnes reculées, un jeune garçon avait découvert ce que beaucoup d'adultes poursuivent toute une vie. Il avait trouvé un endroit où vivre pleinement, où grandir sans peur et sans bruit. Où chaque jour portait la promesse d'une récolte nouvelle, qu'elle naisse dans le bois poli d'un instrument ou dans la terre riche d'un sillon
Samuel avait appris que son existence ne se résumait pas à tenir debout contre la tempête. Elle consistait à écouter, créer, cultiver, et remercier la vie qui s'offrait à lui. Et chaque nuit, lorsque les étoiles illuminaient le ciel immense, il soufflait dans sa flûte, offrant à la montagne son chant de gratitude. Le jardin était devenu pour Samuel bien plus qu'une simple source de nourriture. Ce lopin de terre, que ses mains avaient apprivoisé jour après jour, formait désormais un écosystème complet, vibrant d'une vie en harmonie avec les rythmes secrets des saisons qui gouvernaient toute existence dans les montagnes. Debout au milieu des rangées de plantes prospères, tenant sa houe usée par l'usage, l'adolescent sentait qu'il avait découvert une vérité profonde. Le temps, la patience, et le respect humble des cycles naturels lui avaient révélé un secret que nul livre d'école n'aurait pu lui transmettre. Ce jardin n'était pas qu'un potager. C'était un maître silencieux. Parmi les objets qui accompagnaient son quotidien, une pièce avait acquis une importance particulière. Samuel avait façonné de ses propres mains une règle en bois de frêne, parfaitement droite, longue de 45 cm et gravée de repères minutieux tous les quelques millimètres. Au départ, il l'avait créée pour un besoin précis, réaliser des meubles destinés à achever l'aménagement intérieur de sa cabane. Cependant, au fil des jours, cet outil était devenu le symbole tangible d'une autre forme de croissance. Non celle que l'on mesure en centimètres, mais celle qui se développe en silence, à l'intérieur de soi. La nécessité de cette règle était apparue lorsque Samuel s'était rendu compte que ses constructions manquaient de précision. La menuiserie exigeait des assemblages parfaits, des angles rigoureusement droits, des surfaces qui se joignent sans forcer. Son instinct et son œil l'avaient guidé jusque-là pour bâtir les parties les plus grossières de la cabane, mais le travail de finition appelait la rigueur des véritables artisans. Alors, chaque soir pendant une semaine entière, éclairé par la lueur chaude d'une lampe à huile, il avait sculpté avec les meilleurs outils de son grand-père ce morceau de frêne tombé lors d'une tempête hivernale. Le bois, durci et stabilisé par les intempéries, se prêtait à merveille à son œuvre. Tracer les marques de mesure lui avait demandé une concentration presque scientifique. Les mathématiques apprises à l'école, qu'il avait longtemps jugées sans utilité pour sa vie loin de la civilisation, prenaient soudain un sens vital. Chaque entaille dépendait de la précédente, et la moindre erreur pouvait se répercuter jusqu'à compromettre entièrement la pièce. Cette leçon de précision l'éveillait au lien intime entre exactitude et qualité, entre discipline de la main et clarté de l'esprit. Une fois la règle terminée, Samuel comprit pourquoi, à travers l'histoire, les artisans avaient autant chéri leurs instruments de mesure que leurs outils de coupe. Ce morceau de bois parfaitement calibré l'accompagnait désormais dans toutes ses tâches. Cependant, il servait à mesurer une autre dimension de sa vie aussi. Les mois écoulés dans la montagne avaient transformé l'enfant qui avait frôlé le désespoir à son arrivée. Ses mains, autrefois maladroites, portaient désormais la trace de son apprentissage. Des callosités, une force nouvelle, et cette dextérité que seul le travail répété peut offrir. Plus encore que sa musculature, son esprit s'était aiguisé. Là où un mur effondré l'aurait autrefois paralysé de peur, il voyait désormais un défi stimulant, un puzzle à résoudre avec méthode et créativité. Sa logique s'était développée à mesure qu'il s'adaptait à son environnement. Il avait appris à diviser les grandes tâches en étapes maîtrisables, à dompter l'effort par l'ingéniosité plutôt que par la force brute. Dans un moment d'inspiration, Samuel avait décidé de créer sur le principal pilier de soutien de la cabane un tableau de croissance très particulier. À l'aide de sa règle, il y inscrivait non pas sa taille, mais les preuves concrètes de son évolution. La journée où il avait terminé la toiture, le soir où il avait réussi à allumer un feu sous la pluie battante, ou l'instant où il avait réalisé qu'il n'avait plus peur d'être seul au milieu de ce vaste monde sylvestre. Les entailles successives racontaient une histoire. Elles montraient que sa progression s'était accélérée à mesure que sa confiance s'était consolidée. Cette pratique lui enseignait également la différence essentielle entre la validation extérieure et la croissance intérieure. Dans son ancienne vie, on évaluait sa valeur à l'aune de notes, de bulletins, de commentaires d'adultes. Ici, les seuls juges étaient les défis imposés par la nature. Chaque réussite devenait une victoire prouvée par l'expérience, et non par des chiffres inscrits sur un papier. Samuel observait que la précision exigée par la règle s'appliquait à toute forme de pensée. Concevoir une étagère ou organiser ses réserves de nourriture nécessitait la même structure.
Mental, analyser, anticiper, ajuster. La cabane devenait alors le reflet de son esprit en pleine construction. Lorsque le doute l'assaillait, il lui suffisait de contempler les marques gravées sur le pilier de bois pour se rappeler son propre chemin. Ce qui avait un jour semblé irréalisable était désormais une preuve tangible sous ses doigts. La règle n'était plus un simple outil. Elle était devenue une mesure de courage. Au fil de ses soirées solitaires, Samuel prenait parfois la règle dans ses mains et la faisait glisser sur ses doigts, réfléchissant au chemin parcouru. Chaque entaille représentait un pas franchi, un enseignement gagné. Cet instrument lui rappelait que la valeur d'un être humain ne dépend jamais d'une comparaison à autrui, mais de l'effort qu'il déploie pour devenir meilleur que la veille. Cette révélation l'amena à vouloir laisser sa trace au-delà de sa simple présence, comme l'avait fait un autre avant lui. À l'aide d'un ciseau qu'il avait lui-même forgé dans un ancien clou de voie ferrée, il décida de graver son propre sceau sur la poutre maîtresse du toit. Ce fut une décision lourde de sens, car la cabane avait été le rêve de James Morrison bien avant d'être le sien. Fallait-il vraiment y apposer son empreinte? Il craignait de manquer de respect au premier bâtisseur. C'est dans le journal de Morrison qu'il trouva la réponse. Un soir de printemps. L'homme y avait écrit des années plus tôt que toute construction digne de ce nom ne se terminait jamais vraiment. Elle se transmettait d'un cœur à un autre, d'une vision à une autre. Il espérait qu'un jour un autre homme reprendrait le flambeau et comprendrait qu'il ne restaurerait pas seulement des murs, mais poursuivrait un dialogue avec ceux qui avaient bâti avant lui. Samuel posa alors son sceau à un endroit choisi avec soin, près des marques laissées jadis par Morrison, mais suffisamment distincts pour témoigner du passage d'une nouvelle génération. Son symbole prit la forme d'une rose des vents à 8 branches. Elle représentait la guidance qu'il avait reçue de toutes parts, de son grand-père, de Morrison lui-même, de la forêt. Et même des animaux qu'il avait observés en silence. En son centre, il grava ses initiales et l'année de sa restauration. Le travail dura 3 soirées complètes. Chaque incision devait être profonde sans affaiblir la poutre, nette sans briser les fibres du bois. Pendant que le ciseau pénétrait la matière, Samuel méditait sur la nature de l'héritage. Son geste inscrivait dans le bois un message destiné à survivre au temps. Un jeune garçon abandonné avait trouvé ici la force de devenir bâtisseur. Sur la dernière nuit, il décida d'ajouter un emblème supplémentaire, un palmier stylisé. Symbole de résilience dans les milieux les plus hostiles. Ce détail discret racontait que sa reconstruction intérieure valait autant que la restauration du bâtiment. Lorsque son œuvre fut achevée, Samuel recula d'un pas pour contempler la réunion des symboles. Ceux de Morrison évoquaient le courage d'un homme marqué par la guerre, cherchant à se reconstruire. Les siens révélaient la renaissance d'un enfant qui avait refusé de se laisser détruire par l'abandon. Ensemble, ils formaient une continuité, 2 voix unies dans un même témoignage de persévérance. Le bois fraîchement incisé luisait sous la lumière de la lampe. Avec le temps, les marques se patineraient, s'assombriraient jusqu'à se confondre avec le reste de la charpente. Elles deviendraient partie intégrante de l'âme de la cabane, comme si elles avaient toujours été là. En rangeant ses outils, Samuel ressentit une satisfaction profonde, celle que l'on éprouve lorsqu'on crée quelque chose destiné à durer bien plus longtemps que soi. Dans cet espace où il vivait désormais en osmose avec la nature, un objet faisait toutefois figure d'intrus. Sur son établi reposait un GPS moderne, à l'apparence presque extraterrestre au milieu des instruments de bois et de métal façonnés à la main. La famille de randonneurs venus en visite une semaine plus tôt l'avait oublié. Lorsqu'ils revinrent le chercher, ils trouvèrent Samuel en pleine contemplation de ce rectangle de plastique, comme un naturaliste face à une espèce inconnue. Cet appareil représentait ce monde lointain auquel il n'appartenait plus vraiment. Un monde de solutions immédiates, de directions imposées par satellite, bien loin des apprentissages patientement gagnés dans la montagne. Samuel conserva l'appareil GPS que le père de famille lui avait offert, même si son premier réflexe avait été de le rendre. L'homme lui avait dit avec une bienveillance sincère, « Garde-le. Un garçon qui vit seul dans un endroit pareil a besoin de pouvoir se repérer s'il se perd. » Dans son regard pourtant, Samuel avait perçu une idée profondément ancrée chez les gens venus de la ville, la nature était un lieu imprévisible et dangereux. Trop vaste et trop sauvage pour qu'un enfant puisse s'y orienter sans l'aide de la technologie. Samuel avait remercié poliment la famille, sans s'engager à utiliser réellement ce petit objet brillant.
et sophistiqué. Après leur départ, la curiosité l'avait néanmoins poussé à en explorer les fonctions. Le minuscule écran s'animait d'une carte qui révélait son emplacement exact, où qu'il se trouve dans le monde. Le jeune garçon s'émerveillait de cette prouesse née de décennies d'ingénierie moderne, un exploit que des milliers d'esprits avaient contribué à rendre possible. Pourtant, au cœur de cette stupéfaction naissait un malaise diffus. Le GPS fonctionnait grâce à un réseau de satellites orbitant loin au-dessus de la Terre. Une infrastructure colossale et invisible reliait ce boîtier à des stations du monde entier. Il suffisait d'appuyer sur quelques boutons pour connaître instantanément son orientation, la distance qui le séparait d'un sommet ou d'une rivière, et les chemins possibles pour atteindre n'importe quel point enregistré dans sa mémoire. Cette facilité absolue lui semblait presque suspecte. L'appareil réduisait à néant la nécessité d'apprendre à lire une carte, à manier une boussole ou à interpréter les signes du paysage. Tant d'hommes avaient traversé les siècles en s'appuyant sur les montagnes, les étoiles, la végétation et le soleil pour trouver leur route. Une civilisation entière avait appris à se déplacer dans un monde sans technologie. Ce savoir-là, fondateur et humble, ne devait-il pas être préservé? Samuel posa alors le GPS à côté de la boussole en laiton que lui avait laissé son grand-père. Le contraste entre les deux instruments l'interpella. La boussole, avec son aiguille immuable, indiquait toujours le nord-sud. L'effet d'un phénomène naturel aussi ancien que la Terre elle-même. Aucun réseau, aucune batterie, aucun signal extérieur ne dictait son comportement. Elle exigeait cependant un effort intellectuel. Un véritable engagement de l'esprit, réfléchir, observer, mémoriser, comprendre. Le GPS, au contraire, pouvait cesser de fonctionner sans prévenir, une batterie déchargée, une panne satellite. Et la capacité de s'orienter s'évaporait. De plus, il dispensait celui qui l'utilisait d'apprendre. Céder à sa facilité reviendrait à se rendre dépendant d'un système dont Samuel ignorait tout du fonctionnement. Et pire encore, ce choix l'empêcherait de développer les compétences que la montagne, généreuse mais exigeante, s'était appliquée à lui enseigner. Les jours suivants, le jeune garçon ne cessa de réfléchir à ce dilemme, qui dépassait largement le simple choix entre deux outils. Vivre ici, loin du monde moderne, lui avait révélé une vérité qu'il découvrait encore à tâtons. Dans la vie, la capacité valait davantage que le confort. Comprendre un phénomène avait plus de valeur que d'en recevoir directement le résultat. La connaissance, la vraie, est certes plus difficile à acquérir, mais elle fortifie l'âme et l'intelligence. Le GPS pouvait lui indiquer une position sur une grille abstraite, mais il ne parviendrait jamais à lui apprendre à interpréter la courbe des nuages, l'humidité du vent, la direction du courant d'un ruisseau ou l'inclinaison des branches face à la lumière. Samuel avait appris à se repérer en observant la montagne, en devenant attentif à ce qu'elle murmurait à ceux qui savent l'écouter. Les étoiles lui montraient la route le soir, la mousse sur les rochers lui racontait le nord, et les sentiers empruntés par les animaux révélaient les passages les plus anciens. Chaque découverte l'avait rapproché de la forêt. Chaque difficulté l'avait préparé à survivre dans ce milieu exigeant. L'effort n'était jamais inutile, il façonnait un homme, pas seulement un survivant. La facilité, elle, ne laissait aucune trace dans la mémoire ni aucune force dans le corps. Après une semaine de réflexion, Samuel prit une décision claire. Il emballa soigneusement le GPS, le rangea dans sa réserve d'urgence, et referma la cache en pierre qui protégeait ses provisions. L'appareil resterait accessible en cas de danger véritable, mais ne deviendrait pas son guide au quotidien. Sa boussole, ses yeux, son intuition et la connaissance intime de son territoire resteraient ses seuls repères. Se tenant sur une crête dominant sa petite cabane, la boussole chaude dans sa paume, Samuel sentit une fierté tranquille l'envahir. Il savait exactement où il se trouvait, non pas grâce à un écran, mais parce qu'il avait appris à lire la montagne. Ce sentiment de certitude venait de lui et de son apprentissage, pas d'un réseau satellitaire. Il se savait désormais inscrit dans une longue lignée d'explorateurs qui avaient trouvé leur voie en scrutant le monde autour d'eux plutôt qu'en clignant des yeux devant une lumière artificielle. Cette pensée lui donna la force de poursuivre sa transformation. Sa cabane avait cessé d'être seulement un abri. Elle devenait, jour après jour, une véritable demeure. Pourtant, il manquait encore un détail, une petite touche symbolique qui affirme la présence d'un foyer.
C'est une vieille femme venue en visite qui le lui révéla. Ce jour-là, un couple de randonneurs âgés avait fait le long trajet depuis la vallée. Ils voulaient voir de leurs propres yeux la cabane miraculeuse, celle que l'on disait reconstruite par un enfant seul. Devant le seuil, la femme s'était arrêtée et avait déclaré avec admiration, chaque maison digne de ce nom a un paillasson de bienvenue. C'est le premier signe que l'on offre de l'hospitalité. Cette remarque, anodine pour la plupart des gens, résonna profondément dans le cœur du garçon. Depuis 18 mois, Samuel avait concentré toute son énergie sur la survie, couper du bois, renforcer les murs, chasser, cultiver, réparer, consolider. Il avait fait de cet endroit un sanctuaire. Solide contre l'hiver, un cocon de sécurité et d'autonomie. Mais jusqu'à ce moment, il n'avait jamais songé que cette maison pouvait aussi devenir un lieu d'accueil, de chaleur, de partage. Le soir même, il rassembla des tiges d'herbes sèches, des fibres de végétaux et des tiges fleuries qu'il avait récoltées au cours de l'été dans la prairie derrière la cabane. Il avait appris à tresser des cordes en observant les anciens outils retrouvés sur place et en étudiant les vieux livres laissés par son grand-père. Il s'inspira en outre des techniques de vannerie qu'il avait découvertes dans un manuel abîmé par les années. Pour créer sa natte, chaque brin devait être choisi avec une rigueur extrême, suffisamment robuste pour résister aux semelles mouillées, mais assez souple pour ne pas se rompre sous la torsion. La tension des tresses devait être ferme sans rendre l'ensemble trop rigide. Samuel se mit à l'ouvrage avec une patience infinie. Les gestes répétés, rythmés par la respiration régulière du feu dans l'âtre, avaient quelque chose de méditatif. À mesure que les nuits s'allongeaient et que l'automne s'installait, ses mains travaillaient avec une précision toujours plus sensible. Les mèches d'herbe se mêlaient les unes aux autres, se croisaient, se soutenaient, se consolidaient, comme les liens invisibles qui unissent ceux qui se reconnaissent une famille, même hors du sang. Pendant qu'il tressait, ses pensées vagabondaient, et il revivait chacune des étapes qu'il avait menées jusqu'ici. Il revoyait son premier jour face aux ruines de la cabane, son premier hiver où il avait tremblé autant de froid que d'incertitude, ses premières réussites et les erreurs qui lui avaient appris à faire mieux. Il comprenait que ce tapis n'était pas seulement un objet pratique. Il était une promesse. Une promesse que la porte s'ouvrirait un jour pour d'autres pas que les siens. Une promesse que cette maison ne serait pas un simple refuge pour un enfant isolé mais un lieu d'humanité dans l'immensité sauvage. Une promesse de bienvenue et d'avenir. Lorsque la natte prit enfin forme et que Samuel la plaça devant sa porte, le soleil se levait entre les arbres, effleurant chaque brin d'une lumière dorée. Le garçon s'arrêta un instant pour contempler l'œuvre de ses mains. Ce qu'il avait construit dans la montagne était bien plus qu'un toit au-dessus de sa tête. C'était la naissance d'un foyer. Il avait choisi la voie la plus difficile, mais aussi la plus formatrice. Il avait refusé de se laisser porter par la facilité de la technologie ou la peur de la solitude. Il avait préféré devenir le maître de sa route, guidé par la terre, par l'instinct et par la sagesse. Hérité de son grand-père. Avec une boussole dans la main et un paillasson tressé à ses pieds, Samuel comprit que l'essentiel n'était pas seulement de survivre, mais de vivre en harmonie avec le monde, d'y tracer sa place avec respect, conviction et générosité. Il poussa enfin la porte de sa cabane, un sourire discret éclairant son visage. Il n'était plus seulement un enfant perdu dans la nature. Il devenait, peu à peu, le gardien d'un lieu où l'on pourrait un jour frapper pour trouver chaleur, amitié et repos. La montagne l'avait mis à l'épreuve. Désormais, elle l'accueillait comme l'un des siens. L'enfant abandonné qui, des mois plus tôt, avait découvert par hasard cette cabane en ruine semblait appartenir à une autre vie. Samuel repensait à ce garçon comme à une silhouette lointaine, un souvenir tendre empreint d'innocence et de peur, mais qui ne correspondait plus à celui qu'il était devenu. La transformation ne s'était pas produite d'un seul coup, elle avait été lente, silencieuse, et pourtant d'une profondeur inouïe. À son arrivée dans la nature sauvage, Samuel était un être défini par l'abandon et la douleur, un enfant marqué par ce que les autres lui avaient laissé comme héritage. Ses parents l'avaient rejeté, ses proches l'avaient repoussé, et il avait dû survivre seul, livré au monde sans avoir jamais choisi cette destinée. Tout avait basculé. Le jour où il avait décidé de reconstruire la cabane. Ce projet improbable lui avait offert une possibilité nouvelle, se définir lui-même. Non pas en fonction des blessures de son passé, mais grâce aux réalisations de ses propres mains.
Chaque geste posé pour restaurer ce lieu était devenu une victoire concrète, chaque progrès dans la construction un témoignage de sa volonté de vivre autrement. La moindre planche redressée, le moindre clou enfoncé, la moindre pierre replacée dans la fondation portait la marque d'un enfant qui refusait de se laisser écraser par ce qu'il avait subi. Lorsque Samuel entreprit de tresser le paillasson destiné à accueillir les visiteurs, il comprit que ce simple objet racontait son histoire. Chaque brin d'herbe de la prairie qu'il avait récolté et séché représentait une étape dans son apprentissage. L'herbe avait poussé robuste et souple parce qu'il avait appris à lire la terre, à comprendre ses besoins, à s'accorder au cycle des saisons qui régulent la vie en montagne. Les fleurs sauvages que Samuel avait choisies pour ponctuer la tresse de touches colorées avaient prospéré dans un environnement que lui-même avait façonné avec soin. Il avait donné naissance à un lieu où les cultures, les espèces et les rythmes pouvaient cohabiter en harmonie. À travers son œuvre, il avait développé une patience, une dextérité et un sens du beau qu'il avait surpris lui-même. Au fur et à mesure que la tresse se rapprochait de sa forme finale, Samuel prit conscience qu'il ne construisait plus seulement pour sa propre survie. La cabane n'était plus un simple abri isolé au milieu des arbres géants. Elle était devenue une destination. Les randonneurs, les voyageurs curieux, les passionnés de pleine nature avaient commencé à entendre parler de ce jeune garçon qui défiait les attentes du monde adulte et bâtissait de ses mains un foyer digne de ce nom. Certains venaient parce qu'ils ne croyaient pas l'histoire possible. D'autres cherchaient une étincelle d'espoir pour leur propre combat. Tous repartaient avec un émerveillement nouveau, convaincus d'avoir rencontré un exemple vivant de courage et d'ingéniosité. On murmurait que ce jeune homme avait prouvé que la notion de foyer ne se limitait pas à un lieu donné, mais se construisait grâce à la volonté de transformer l'impossible en réalité. Le paillasson possédait certes une utilité très simple, celle de préserver le sol de bois qu'il avait soigneusement poncé et ciré, d'éviter que la boue et les traces d'aventure n'entrent dans la cabane. Il offrirait également un endroit confortable où les visiteurs pourraient s'asseoir pour délasser leurs bottes fatiguées. Cependant, sa valeur véritable résidait dans ce qu'il incarnait. L'émergence d'une nouvelle définition du mot « accueil ». À travers cet objet, Samuel affirmait que le foyer ne se limitait pas à un toit ni à une protection contre le froid. Il signifiait aussi l'ouverture à autrui, l'idée qu'un être humain peut trouver consolation, force et inspiration auprès d'un autre. C'était une déclaration de principe simple et universel, partager ce que l'on a. Aussi modeste soit-il, offre à ceux qui passent une chaleur qui dépasse celle du feu. Samuel avait compris que l'hospitalité ne naissait pas du luxe, mais de la générosité du cœur. Sa cabane pouvait proposer un peu d'eau fraîche puisée dans le puits qu'il avait restauré, quelques légumes de son jardin potager, une soupe fumante servie à la table qu'il avait lui-même construite. Et bien sûr la chaleur d'un foyer alimenté par le bois qu'il avait fendu de ses mains. Ces éléments simples suffisaient à faire sentir à chacun qu'il comptait, qu'il était le bienvenu. Le plus important de tout résidait dans le message subtil transmis par la cabane, l'humain possède en lui des ressources bien plus grandes que ce qu'il imagine. Il peut, avec de la volonté et du courage, se rebâtir une vie même lorsque tout semble perdu. Ce soir-là, lorsque Samuel posa le paillasson terminé devant la porte, il fit un pas en arrière et contempla son œuvre, le regard chargé d'émotion. Il reconnut dans la silhouette solide de sa cabane quelque chose de nouveau. Elle n'était plus une ruine qu'il avait simplement rafistolée, ni un refuge improvisé contre les vents de l'hiver. Elle s'était muée en symbole, en phare discret au milieu des montagnes. Ce lieu prouvait que l'adversité, si dure soit-elle, ne peut vaincre une âme déterminée à se relever. La cabane proclamait, en silence, qu'il existe toujours une voie vers la reconstruction, vers la dignité retrouvée. Le tapis tressé, posé à l'entrée, annonçait au monde un message vibrant, ici. Quiconque arrive fatigué par la vie peut trouver un coin pour respirer, reprendre des forces, et repartir convaincu qu'il porte lui aussi en lui les germes d'un renouveau possible. Il n'y avait pas d'enseigne ni de mots gravés sur les murs, pourtant tout invitait à espérer. Ce tapis disait, entre ici, découvre ce que la persévérance peut accomplir, et repars en sachant que toi aussi. Tu peux bâtir ton propre foyer, ton propre refuge. À l'intérieur, la lumière du feu dansait sur les objets qui racontaient l'histoire des bâtisseurs d'hier et d'aujourd'hui. Sur une étagère de bois clair, les photos de James Morrison, le premier propriétaire de la cabane, semblaient veiller sur l'enfant comme un mentor silencieux. À côté, Samuel avait placé une petite collection d'outils
Ancien trouvé dans les décombres, un carnet aux pages jaunies, et quelques souvenirs de ses propres premiers jours dans la montagne. Chaque objet était une pièce du récit plus vaste d'un lieu qui avait connu la chute, puis la renaissance. Dehors, la nuit enveloppait la clairière d'une cape étoilée. Le tapis, désormais chargé de sens, reposait sur le seuil comme une sentinelle de bienvenue. Il attendait patiemment les pas du prochain voyageur, prêt à ouvrir un nouveau chapitre de cette histoire qui n'avait rien de figé. Car la cabane de Samuel n'était pas un aboutissement, mais une promesse de continuité, celle d'un espace où l'on grandit, où l'on guérit, où l'on construit sans cesse. La brise nocturne glissait entre les branches, portait avec elle les odeurs de résine et de terre humide, et murmurait au garçon devenu presque un homme que d'autres arrivants viendraient, tôt ou tard. Il chercherait un signe, une épreuve ou un miracle. Il découvrirait. Alors que la véritable merveille résidait dans l'effort humble et quotidien de quelqu'un qui avait refusé de se définir par son passé. Un enfant rejeté s'était transformé en bâtisseur de vie. Sous les étoiles, la cabane brillait comme un témoignage du potentiel humain, un lieu façonné par la douleur, la patience et la foi profonde en ce que chacun porte en soi, la capacité de construire. Un avenir qui ne ressemble en rien à l'héritage du passé. La porte était désormais prête à s'ouvrir pour ceux dont les pas oseraient se perdre jusqu'ici. Et le paillasson, tapis de bienvenue, tressé de persévérance et d'espoir, était là pour les accueillir, leur rappeler que la maison n'est pas uniquement là où l'on vit, mais là où l'on choisit de faire pousser ses rêves.